Bonsoir à tout le monde. Alors, merci beaucoup d'être venus aussi nombreux ce soir. C'est un petit peu impressionnant. Bon, on l'a vu dans ce très beau film. Merci la Graine Digitale. On a parlé d'émotion, on a parlé de beauté. L'émotion, on en sort. On était dans une table ronde sur l'éco-anxiété. Les chiffres qu'on va nous donner, Jean-Marc, vont peut-être nous rappeler certaines réalités. Mais l'émotion, en fait, elle nous permet d'agir. Voilà. Et, voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est que les gens qui sont là autour de cette soirée, en fait, sont déjà dans cette conscience-là, et on est déjà tous dans l'action. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Donc, l'émotion, c'est quelque chose qui est naturel, ou l'éco-anxiété. Et cette éco-anxiété va nous permettre derrière d'être plus réactifs sur toute cette beauté à préserver. Jean-Marc, Maria, à vous. Vous venez. Donc, pour vous présenter, Maria, en fait, ça fait 15 ans qu'on se connaît. C'est une entrepreneuse engagée et on s'est connus quand il y avait un hôtel-restaurant qui était engagé sur ces enjeux-là aussi. On a beaucoup travaillé ensemble. Je ne savais pas que tu étais en Guyane aussi. Et, et aujourd'hui, ben voilà, elle a créé cet événement. Donc il y a toute une belle équipe, elle va vous en parler, mais on peut faire des belles choses. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous d'être là. C'est vrai que c'est impressionnant, c'est pas mal. Non, c'est pas ça, mais c'est l'émotion de la vidéo. Donc, merci à la Graine Digitale. Je peux vous dire que c'était pas facile de demander à certains partenaires de quitter un petit peu leurs fonctions, leurs étiquettes, leur façon d'être, et de venir se livrer. Et c'est un peu ce qu'on vous demande ce soir. C'est d'être tous des êtres humains, même des citoyens, mais des êtres humains, tous connectés. Revenir un petit peu à ce qui vous a permis de prendre conscience. Parce que je crois qu'en France, quand même, on a pris conscience qu'il y avait une difficulté. Maintenant, transformer cette prise de conscience, non pas en éco-anxiété, mais bien en action. Et c'est un peu le rôle de Climat Connexion. Alors, très rapidement, Climat Connexion, c'est une association qu'on a créée il y a très peu de temps, il y a 5 mois. Le but n'était pas de rajouter une association qui œuvre pour la décarbonation sur le territoire, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il y a énormément de travail qui est fait sur le territoire. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup d'associations, de citoyens qui sont engagés un petit peu de façon individuelle, collectivités territoriales, de maires, d'élus, qui agissent. Et comme d'habitude, on entend, mais il ne se passe rien au Pays Basque. Il ne se passe jamais rien. Bah si. Et là, en sortant, vous verrez, vous avez 33 partenaires et on n'a pas pu faire rentrer tout le monde, mais qui œuvrent de façon constante pour proposer des engagements et pour que chacun d'entre nous puissions travailler sur ce problème. Climat Connexion est juste là pour mettre en connexion ses partenaires avec vous, les citoyens, les êtres humains, parce que si la planète est en danger, en fait, elle ne l'est pas. C'est pas la planète qui est en danger. C'est nous. Parce que la planète, elle va se passer de nous. Donc, à nous de faire en sorte de s'adapter au mieux au changement climatique, mais surtout de faire en sorte que tous les engagements qui sont déjà pris par les acteurs locaux, on puisse contribuer d'une façon ou d'une autre, mais qu'on puisse contribuer de façon constructive et positive. Voilà. Donc, je vais laisser la place à Marc. On va vous donner un tout petit exemple de ce que représentent les changements de comportement. Tu peux venir, Gérald. Pardon, j'ai dit Marc. C'est Gérald. On n'a pas répété, hein, on se connaît. En fait, on est 4. Alors, ça aussi, on ne va pas passer des heures. Mais vous avez 40 bénévoles qui ont travaillé toute la journée. Voilà. Donc, merci à eux. 40 bénévoles. Et de la même façon, je remercie du fond du cœur l'équipe, parce qu'en fait, c'est pas moi, c'est l'équipe entière. On est 4, à avoir œuvré vraiment de façon quotidienne là, sur la fin. Et ça continue, puisque la prochaine conférence sera en novembre, et ce sera sur la thématique de l'eau et de l'océan. On travaillera avec la Water Family. L'eau est aussi un des enjeux les plus importants sur le futur. Alors mon prénom, c'est bien Gérald. Je vais essayer de faire court. En plus, j'ai une anti-sèche et j'ai une question à vous poser. En fait, on a fait l'exercice de faire
le bilan carbone, l'empreinte carbone de l'événement d'aujourd'hui. Et on a une question à vous poser. Donc on a fait cet exercice de bilan carbone sur la plateforme Axio et puis surtout sur la base des informations que vous nous avez communiquées, à savoir votre domicile et le moyen de transport. Alors je ne sais pas si c'est possible d'afficher la question. Donc avec le QR code, normalement vous avez accès à une application qui vous permet de choisir une réponse à la question suivante. À votre avis, quelle est la part des déplacements en véhicule dans l'empreinte carbone totale de l'événement d'aujourd'hui? Est-ce que c'est 11%? Est-ce que c'est 44%? Est-ce que c'est 60%? Est-ce que ça s'affiche? Alors, je ne sais pas si au moins vous l'avez sur votre téléphone. Il faut que je vous mette en copie écran. Ça, c'est les aléas du direct. Toujours sympa, c'est... Donc, de toute façon, je vous laisse choisir la réponse que vous pensez la plus adaptée. Donc, je répète, la part des déplacements en véhicule, en voiture individuelle, en fait, dans le total de l'empreinte carbone de l'événement d'aujourd'hui. Est-ce que c'est 11%? Est-ce que c'est 44%? Est-ce que c'est 60%? Youpi! On le voit. Allez, on donne les résultats de vos votes. Donc vous êtes 60%, non 44%, voilà c'est compliqué. 46% à penser que c'est 60%, 44% à penser. Voilà, machin, ça évolue. Ouais, c'est assez équilibré. Donc là, ouais, on va clôturer les votes. Donc la bonne réponse est 60%. En fait, l'empreinte totale de l'événement, elle est de 12 tonnes de CO2 équivalent. Les 2/3, c'est le transport, et dans le post-transport, 90%, c'est le véhicule, la voiture individuelle. Donc ça fait à peu près 7 tonnes de CO2. J'ai un tout petit peu la pression parce que je parle juste à côté de Jean-Marc Jancovici, donc je vais quand même donner quelques ordres de grandeur, parce qu'en fait, 7 tonnes de CO2 équivalent, c'est super abstrait, donc à quoi ça correspond exactement? Donc pour vous donner un ordre d'idée, avec 7 tonnes de CO2 équivalent, on chauffe un appartement de 60 mètres carrés pendant 10 ans à l'électricité en France. On fait aussi 1500 allers-retours Paris-Biarritz avec le TGV parce qu'on a la particularité d'avoir une électricité décarbonée, même très décarbonée en France, c'est 90%. C'est bon, ça passe. J'ai une anti-sèche pour me souvenir de ce que je voulais dire. Donc, alors, ouais, maintenant vous vous demandez peut-être, ok, mais moi mon bilan carbone, comment je peux le faire? Donc, à titre individuel, vous pouvez, en fait, c'est hyper simple. Vous avez un site qui s'appelle nosgestesclimat.fr. Site de l'ADEME, et en quelques minutes vous pouvez le faire. Et puis en fait, si vous êtes une entreprise ou une collectivité, évidemment c'est un petit peu plus compliqué, donc c'est une prestation, ça demande quelques jours en fonction de la complexité de votre organisation. Le bilan carbone, on le fait pas pour le plaisir. Bon, il y a d'autres activités pour ça. Le bilan carbone, on le fait pour agir. Compter pour agir, il me semble que c'est la devise du bilan carbone qui a été créée par Monsieur Jancovici, qui a été conçue par Monsieur Jancovici. Alors, agir, en fait, c'est quoi? C'est identifier les gisements de réduction, les leviers de réduction, et puis surtout, c'est les mettre en œuvre. Donc, par exemple, là, je veux vraiment donner un exemple, c'est que aujourd'hui, dans les personnes qui sont ici, il y en a 1 sur 2 qui est sur le BAB. Le BAB, c'est Bayonne-Anglet-Biarritz. Et pourtant, parmi les personnes qui sont sur le BAB, en fait, il y en a quand même 1 sur 5 qui est venue en voiture. Et donc, qu'est-ce que ça... Alors, c'est pas la peine de culpabiliser, mais qu'est-ce que ça, en fait, qu'est-ce qu'on en conclut? Est-ce que c'est par habitude? Est-ce que c'est par confort? Est-ce que c'est par sécurité? Est-ce que c'est par capacité? Est-ce que c'est par offre? C'est vrai qu'en plus c'est du déclaratif. Ce matin il pleuvait, bon voilà, on s'est peut-être dit je prends ma voiture finalement. Donc en fait ces questions elles sont complexes. L'autre élément aussi, finalement c'est quoi? C'est les bénéfices, l'éco-bénéfice. Et ouais, si je prends le vélo, finalement, je vais peut-être aller plus vite parce que la vitesse moyenne en vélo dans une ville, c'est 15 km/h. En voiture, c'est 14 km/h. Si je prends le train, pour des trajets un peu plus longs, c'est sûr, mais en prenant le train, je peux dormir en prenant le train. En voiture, c'est un peu plus compliqué. Je peux travailler. Et puis, donc, il y a plein de co-bénéfices comme ça. Il y a plein de paramètres. C'est hyper compliqué. L'idée, c'est ni de se mettre la rate au courbouillon, c'est pas de s'auto-flageller, c'est pas non plus en fait potentiellement de mettre la faute sur un système dont de toute façon on fait partie. L'idée c'est vraiment de mettre à plat, d'essayer d'identifier les difficultés, les verrous, et puis d'y répondre de la manière la plus intelligente et la plus collective possible.
Il va falloir s'y mettre de toute façon, que ce soit le climat qu'il faut essayer d'atténuer, auquel il faut essayer qu'on s'adapte, que ce soit le tarissement des énergies fossiles, que ce soit la contrainte réglementaire ou celle des parties prenantes. Et pour ça, je vais laisser quelqu'un qui en parle beaucoup mieux que moi en parler. Voilà. Merci. Merci Jean-Paul. Je rigole. Merci Gérald. C'était de l'humour, ça passe. C'est cool. Il n'a même pas réagi. Il est trop ému. Mais je comprends. Et je vous présente quand même Renaud Herman, qui est cofondateur de la Water Family, que je continuerai à appeler du flocon à la vague, parce que je trouvais très intelligent d'avoir cette vision du flocon qui tombe, qui parcourt tout le circuit jusqu'à la vague. Donc je te laisse prendre le relais. Bon, maintenant, on va se dépêcher vite de laisser Jean-Marc parler, parce que c'est le sujet. Donc Jean-Marc, je pense que ceux qui sont ici connaissent tous son parcours. Moi, je vais en parler en titre associatif. On a pu développer une écologie scientifique, donc une écologie non pas sur l'opinion, mais une écologie basée sur du factuel, sur la science, pour en faire justement derrière une pédagogie. Donc c'est grâce à des personnes, des citoyens comme Jean-Marc, qu'on peut derrière agir avec des chiffres et pas agir simplement en disant on est pour ou contre l'écologie. On fait tous partie de la même planète. Voilà, donc merci Jean-Marc et à toi de nous raconter un petit peu. Bon, alors tout a été fait à l'envers dans cette soirée. D'abord, on vous a donné les bonnes nouvelles avant de vous donner les mauvaises. Il aurait mieux valu faire dans l'autre sens. Mais enfin bon, moi, je ne suis pour rien dans l'organisation et je décline toute responsabilité pour ce qui va se passer à partir de maintenant. Je vais commencer par poser une question pour voir si mon intuition est bonne ou pas. Qui dans cette salle n'a jamais regardé la moindre vidéo d'une conférence précédente que j'ai pu faire ? Merde, il va quand même falloir que je m'y colle. Bon, vous êtes quand même pas très nombreux. Hein. Alors, ça correspond à mon intuition. Et en fait, pour ne rien vous cacher, je n'accepte quasiment plus de conférences grand public parce qu'en fait, ne viennent que des gens qui ont déjà entendu la messe 25 fois. Donc, ils l'entendent une 26e. Je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt. Et en plus, ils émettent 10 tonnes de CO2 pour ça, alors qu'ils auraient pu tranquillement jouer aux cartes chez eux. Si vous regardez Netflix, il y a du CO2 aussi, hein, je vous préviens. Et si vous faites un barbecue, c'est pire. Alors, je vais quand même essayer de vous servir la messe rapidement, parce que je pense que en fait, ce qui est intéressant dans ce genre d'enceinte, c'est plutôt de prendre les questions, surtout si vous connaissez bien. Alors, le début de l'histoire, chronologiquement vraiment, le voici. C'est le monde renouvelable dont nous sommes issus. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les programmes politiques, il y a Green Deal, etc. Il y a l'ambition d'aller vers un monde qui soit essentiellement renouvelable. Alors, une bonne nouvelle, c'est encore même une, c'est qu'un monde totalement renouvelable, c'est tout à fait possible. C'est d'autant plus possible que c'est le monde dans lequel nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres et les ancêtres de nos ancêtres de nos ancêtres ont vécu jusqu'à il y a quelques siècles, on va dire. Pendant l'essentiel de l'histoire de l'espèce humaine, nous avons vécu dans un monde renouvelable. Alors dans ce monde renouvelable, je suis désolé, la slide, je fais du copier-coller parce que je suis feignant, donc Serre France, ça ne vous concerne pas, mais vous barrez Serre France et vous mettez le casino de Biarritz, c'est pareil. Donc il n'y a pas le casino de Biarritz dans ce monde-là. Du reste, dans ce monde-là, il n'y a pas 8 milliards d'individus, il y en a quelques centaines de millions. Il n'y a pas l'espérance de vie à la naissance qu'on a aujourd'hui, elle est beaucoup plus courte. Il n'y a pas la télévision, c'est très clair. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de retraite, il n'y a pas d'études longues, il y a très peu de villes, il n'y a pas d'emploi tertiaire, les gens se font mal au dos pour bosser, il n'y a pas d'hôpital, enfin voilà. Donc il n'y a pas un certain nombre de trucs qu'on a dans le monde moderne. Et la question, évidemment, qui aujourd'hui se pose, c'est est-ce qu'on va réussir à conserver le monde moderne en se débarrassant de ce qui a permis son émergence? Voilà, c'est ça la question qu'on se pose. Alors évidemment, vous comprenez que répondre oui, franco, à cette question, c'est peut-être un peu audacieux et qu'il vaut mieux éventuellement réfléchir un tout petit peu avant de répondre à la question. Alors, ce monde renouvelable, le grand paradoxe, c'est qu'on ne l'a pas totalement quitté. Vous avez ici la quantité totale, ce qu'on appelle de l'énergie, je vais vous dire après à quoi ça correspond, utilisée par l'humanité. Et alors, vous voyez que
l'énergie renouvelable qui est en bas, la biomasse, on en utilise plus aujourd'hui qu'il y a un siècle et demi. Donc en fait, le monde renouvelable, on ne l'a pas vraiment quitté. On utilise aujourd'hui, encore une fois, plus de bois qu'on en utilisait il y a un siècle et demi. Ce qu'on a fait sur le siècle et demi qui vient de s'écouler, c'est pas qu'on a arrêté d'utiliser les énergies renouvelables, c'est qu'on a rajouté par-dessus les énergies fossiles. Donc en fait, on a empilé les unes sur les autres des énergies. On n'a jamais utilisé autant de charbon que l'année dernière, jamais utilisé autant de pétrole que l'année dernière, jamais utilisé autant de gaz que l'année dernière. Donc chaque nouvelle forme d'énergie est venue se rajouter par rapport aux précédentes. Et jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais, au grand jamais, fait de transition énergétique dans le monde, au sens où nous n'avons jamais remplacé à large échelle une énergie par une autre. On les a toutes empilées les unes sur les autres. Et les nouvelles énergies renouvelables, qui en ce moment excitent tant la presse et le monde politique, vous avez ici ce que ça représente dans le monde. Vous voyez, c'est le petit machin violet que vous avez en haut. Le nucléaire n'est pas beaucoup plus gros, hein, vous voyez, c'est ça aussi. Et vous voyez que c'est venu se rajouter par-dessus des énergies fossiles qui ont poursuivi leur propre croissance. Donc pour le moment, ça ne remplace pas ça, ça vient en dessus. Hein. Et incidemment, on ne sait pas faire aujourd'hui une éolienne moderne sans pétrole, sans gaz et sans charbon. Donc la question de savoir est-ce qu'on sait faire un système éolien dans un monde où il n'y a plus que des éoliennes pour fabriquer des éoliennes, aujourd'hui on n'a pas la réponse. Hein. La question à laquelle on a la réponse, c'est est-ce qu'on sait fabriquer des éoliennes pour pas cher dans un monde dans lequel il y a plus de pétrole, de gaz et de charbon en permanence. Ça, on a la réponse, c'est oui. Ce qui fait fonctionner le monde aujourd'hui, c'est les énergies fossiles, et c'était déjà le cas quand je suis né. En fait, quand vous regardez la part des énergies fossiles dans l'approvisionnement énergétique mondial, depuis 60 ans, c'est 80%. 80% s'il y a des Belges en télétravail dans la salle. Ça n'a pas changé, d'accord ? 80%. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Eh bien, on a fait ça parce que nos ancêtres n'étaient pas complètement stupides et que nous partageons avec eux une caractéristique qu'eux-mêmes partageaient avec leurs prédécesseurs, qui est d'être des êtres humains et en tant que tels d'être des mammifères. Alors les mammifères, et le vivant d'une manière plus générale, il a un certain nombre de caractéristiques. D'abord, essentiellement, nous sommes paresseux. C'est-à-dire que nous avons génétiquement inscrit en nous l'envie de se fatiguer le moins possible pour obtenir un résultat donné. Votre chat qui roupille toute la journée fait pareil, votre chien qui roupille l'essentiel de la journée fait pareil aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Tout simplement parce que notre câblage génétique, notre câblage biologique, remonte à une époque où il était essentiel d'avoir en permanence dans son organisme l'énergie nécessaire pour courir derrière une proie ou échapper à un prédateur. D'accord ? Et tous les mammifères partagent cette caractéristique de s'économiser au maximum pour obtenir un résultat donné. C'est pour ça que nous sommes devenus, comme disent les Anglais, des couch potatoes. C'est parce que, en fait, être paresseux, c'est inscrit dans notre nature. Il faut qu'on se fatigue le moins possible pour un résultat donné. C'est biologique. La deuxième caractéristique qu'on a, et ça renvoie à l'époque où les premières sociétés humaines devaient passer l'hiver, c'est que nous sommes accumulatifs. Dans un monde dans lequel il y a des trucs à ramasser sur les arbres en permanence, on n'a pas besoin d'accumuler. On n'a pas besoin de faire des greniers à blé, des machins, etc. On n'a pas besoin de s'emmerder avec tout ça. Sauf que nous sommes une espèce vivant désormais aux moyennes latitudes, là où il faut passer l'hiver. Et donc, on a l'habitude, comme toutes les espèces animales qui doivent passer l'hiver, d'accumuler pour être sûr de passer l'hiver, exactement comme l'écureuil planque ses noisettes et le casse-noix moucheté planque les pignes d'Arol. Voilà, toutes ces espèces font pareil. Planquent des réserves. Et vous voyez bien que dans la fable de la cigale et de la fourmi, l'animal qui est valorisé, l'insecte qui est valorisé, c'est la fourmi, c'est-à-dire c'est l'animal accumulatif. Donc on a créé des systèmes d'accumulation. Et encore aujourd'hui, on est tributaire de cette propension à accumuler. Donc si vous demandez à quelqu'un quand est-ce que tu en as assez, la réponse est quand je gagnerai 10% de plus. Et que vous posiez la question à la personne qui va venir faire le ménage ici ou au trader de Wall Street, vous avez la même réponse. J'en aurai assez quand j'aurai plus. Sinon, le trader de Wall Street ne serait pas trader à Wall Street. Il en aurait eu assez avant. Et enfin, la troisième caractéristique que nous avons, c'est que nous sommes des animaux sociaux. Et que, comme tous les animaux sociaux, nous cherchons à augmenter notre statut parce que c'est ça qui nous procure des avantages matériels supérieurs dans le groupe. Sinon, il n'y aurait pas de Porsche, il n'y aurait pas de vendeur de Porsche, une voiture de statut, rien d'autre. Et il n'y aurait pas l'école polytechnique, ce ne serait pas la peine de se fatiguer à faire avoir des éléments de statut, parce qu'on aurait la même chose que les autres en n'ayant pas le statut. Donc, voilà. Comme on est paresseux, on ne se fatiguerait pas. Donc, les trois caractéristiques profondes que nous avons, c'est donc on cherche à grimper dans le groupe, toujours. On cherche à avoir individuellement plus en se fatiguant moins, toujours. Et les combustibles fossiles, ils sont absolument extraordinairement merveilleux pour ça. C'est-à-dire qu'ils nous ont permis
d'obtenir beaucoup plus que ce qu'on avait avec les énergies renouvelables en se fatiguant beaucoup moins. Donc, on y est allé. Et y renoncer, ça va demander pas juste un peu de travail à la marge et un peu de tri de déchets à la marge. Ça va demander quelque chose de beaucoup plus dur que ça, qui va être de trouver une motivation, je ne sais pas, spirituelle, philosophique, je ne sais pas quoi, qui à un moment va nous permettre de lutter contre des éléments qui sont dans notre nature profonde. Voilà, c'est ça que ça va nous demander. Ce qui est considérablement plus compliqué que de demander à un ingénieur de réparer une bagnole. Ça, c'est facile. La partie difficile dans cette histoire, ça va être de lutter contre cette envie d'accumulation que nous avons tous et toutes en nous, d'une manière ou d'une autre. Alors, pourquoi est-ce que les combustibles fossiles sont absolument extraordinaires de ce point de vue? C'est parce qu'ils ont permis de mettre à notre service des auxiliaires mécaniques, c'est-à-dire des machines, qui sont d'une puissance incommensurable par rapport à notre propre corps, mais qui sont capables de faire la même chose. Alors, je vais prendre votre propre corps pour commencer, et je vais imaginer que vous alliez faire un petit tour dans la chaîne des Pyrénées, et qu'un jour où vous êtes en forme, vous montiez 4000 mètres de dénivelé dans la journée. Non, je vous assure, vous y arrivez. Vous êtes bien motivé, vous y arrivez. Sur 10 heures, ça fait 450 mètres de dénivelé à l'heure, plus le temps de la redescente. Hein. Donc, voilà. Si vous êtes parisien, vous montez 13 fois la Tour Eiffel à pied dans la journée. Eh bien, quand vous faites ce genre d'effort, vous allez fournir, en hissant votre corps, la masse de votre corps contre le champ gravitationnel, hein, c'est ça l'effort que vous allez fournir avec vos jambes, parce qu'il y a des antipodistes qui font ça avec les bras, c'est plus compliqué. Eh bien, vous allez fournir dans la journée une énergie d'à peu près 1 kWh, 3,6 millions de joules. C'est ça que vous allez fournir comme énergie pour remonter votre corps de quelques dizaines de kilos contre le champ gravitationnel sur 4000 mètres de dénivelé. Si vous faites ça sur 10 heures d'effort, ça veut dire que vos jambes vont fournir une puissance moyenne de 100 watts à peu près sur la journée. Donc retenez qu'un être humain au travail de force fournit la même puissance qu'une machine de 100 watts. C'est ça la puissance qu'un être humain est capable de fournir sur une journée. Et si c'est vos bras que je fais travailler et pas vos jambes, un calcul d'ordre de grandeur identique montre que la puissance moyenne de vos bras au travail, c'est plutôt 10 watts. Pas BZF, hein. C'est 10 watts et pas 100. Alors maintenant, je vais prendre un engin qu'il y a dans à peu près toutes les cuisines dans ce pays, sauf les gens qui vraiment sont tellement feignants qu'ils se commandent de la pizza en permanence, qui est un mixeur à soupe. Vous voyez à peu près ce que c'est qu'un mixeur à soupe. Je vous parle du petit modèle, hein, celui qu'on plonge dans la soupe, pas le gros machin qui coûte beaucoup plus cher, dans lequel on met la soupe dans un blender, un petit mixeur à soupe. Eh bien, au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de votre petit mixeur à soupe, qui vaut 50 balles chez un distributeur électroménager, hein, vous avez l'équivalent de 4 génies qui sortent de la lampe d'Aladin, en l'occurrence du mixeur à soupe, et qui se mettent à pédaler comme des forcenés pour faire fonctionner l'hélice du mixeur. Dit autrement, le petit moteur que vous avez dans votre mixeur à soupe, il pédale aussi fort que 4 personnes bien entraînées, capables de faire 4000 mètres de dénivelé dans la journée. Il y a une vidéo qui tourne sur Internet, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, de Robert. Qui connaît Robert? Ah, il y a quelques personnes qui l'ont connu. Alors Robert, Bob de son petit nom, et à l'époque où la vidéo a été tournée, champion olympique ou champion du monde, je ne sais plus, de cyclisme sur piste. Alors, il a des bras comme mes cuisses, des cuisses comme mon torse, et un torse comme je ne sais pas quoi, la table là, enfin bon bref. Et Robert, il pédale comme un fou, pendant 1 minute et demie pour faire fonctionner un toaster, 700 watts de puissance, qui va griller une tartine. Il y arrive, hein? Il y arrive. À la fin de la minute et demie, il est au bord de l'apoplexie, Bob, champion du monde de cyclisme sur piste. Voilà. Donc le petit mixeur à soupe ou le petit toaster, oui, eh bien, comparé à notre organisme, c'est déjà un truc totalement surpuissant. D'accord? Alors vous allez me dire, ça fonctionne à l'électricité et pas au pétrole. Je dis, ok. 2/3 de l'électricité dans le monde, enfin 60% de l'électricité dans le monde aujourd'hui, c'est du charbon et du gaz. Hein. Donc en fait, quand même, mondialement, on est déjà renvoyé aux combustibles fossiles. Après avoir mangé la soupe avec les croûtons et mis des miettes partout, vous passez l'aspirateur. Et bien au moment où vous appuyez sur le bouton marche-arrêt de l'aspirateur, là, ça devient un peu plus sérieux. C'est 10 cyclistes qui sortent de l'aspirateur, qui se mettent à pédaler comme des fous et qui y retournent dès que vous avez réappuyé sur le bouton marche-arrêt. Encore un peu plus sérieux, un ascenseur. Quand vous appuyez sur le bouton de l'ascenseur pour appeler l'ascenseur, là, vous avez 50 cyclistes qui se mettent à pédaler comme des fous dans la machinerie de l'ascenseur. Alors après, on va passer à des trucs beaucoup plus sérieux. On va passer à l'auxiliaire préféré des élus locaux, le tractopelle, qui permet de délivrer des permis de construire, adorés des élus locaux.
parce que si vous avez des permis de construire et pas de tractopelle, votre permis de construire ne vous sert à rien. D'accord ? Et le tractopelle, il arrive et dans la journée, en 24 heures, hein, il terrasse un terrain. Si vous aviez des pelles et des pioches et des individus pour faire ça, donc un individu avec des pelles et des pioches, il mettrait des semaines ou des mois. D'accord ? Là, il arrive, pouf, c'est terminé. Alors, le tractopelle, au moment où l'ouvrier monte dans la cabine de pilotage du tractopelle, il démultiplie la puissance de ses bras par 10 000. Ça, c'est de la paresse accumulative. D'accord ? Il se fatigue 10 000 fois moins que des êtres humains pour terrasser le même terrain, ou avec le même effort, il en obtient 10 000 fois plus dans le même temps. C'est grâce à ça, notamment, et aux cimenteries, et aux aciéries, et à toutes ces machines surpuissantes, qu'aujourd'hui on fait un pavillon pour quelques années de salaire, chose que nos ancêtres, il y a quelques siècles, étaient totalement incapables de faire. Quand vous arriviez à augmenter la maison familiale d'une pièce sur une génération, c'était le bout du monde. On ne savait pas faire mieux. Hein. Encore plus sérieux, un camion. Un camion, au moment où Robert le même, sauf qu'il conduit le camion, monte dans la cabine de pilotage de son camion, à ce moment, il démultiplie la puissance de ses jambes par 4000. Alors j'ai fait un petit exercice de pensée. Vous avez 600 000 camions en France. Si on imagine qu'on remplace les camions, on supprime les moteurs des camions, et on remplace les moteurs des camions par des attelages de gens devant les camions pour faire avancer les camions. D'accord ? Eh bien, rien que pour remplacer les 600 000 camions français, il faudrait mobiliser pour ça la moitié de la population adulte du monde. Rien que pour les 600 000 camions français. Par ailleurs, vous et moi, nous sommes totalement dépendants du camion, qui nous amène à manger, de quoi nous habiller, de quoi acheter tout ce qu'on trouve dans les magasins. Je veux dire, vous supprimez les camions dans ce pays, la moitié du pays meurt de faim, plus une partie de l'autre moitié. Voilà, donc 4000 fois une paire de jambes. Alors, je vous épargne le bateau, qui est un des maillons essentiels de la mondialisation, j'en parlerai dans pas longtemps, avec le camion, qui lui pédale comme quelques centaines de milliers de fois les jambes du capitaine. Voilà. Et je vous épargne l'avion, qui pédale comme 1 million de fois les jambes du pilote. Et maintenant, je vais vous parler d'un dernier engin qui fait partie de cette petite panoplie de machines que les combustibles fossiles nous ont amenés, qui est le laminoir. Le laminoir, on s'en fout du laminoir, ils s'emmerdent avec son laminoir. Occupons-nous des transports en commun à Biarritz. Alors, en fait, les transports en commun à Biarritz dépendent du laminoir, parce que l'acier est un pilier aussi essentiel à notre civilisation que les combustibles fossiles. On fabrique actuellement 2 milliards de tonnes d'acier par an dans le monde, ce qui veut dire que si on équirépartit ça, chaque Français hérite de 250 kg d'acier neuf par an. Alors vous allez me dire, bah non, nous on n'utilise pas d'acier. Si, quand vous faites construire, vous utilisez de l'acier. Et quand vous achetez un vêtement Shine, évidemment ce que vous ne faites jamais, vous utilisez de l'acier. C'est l'acier qui a été nécessaire pour fabriquer les métiers à tisser, pour fabriquer les moissonneuses qui sont allées chercher le coton et les puits de pétrole qui sont allés chercher le pétrole dont on a fait les fibres synthétiques. C'est l'acier avec lequel on a fait les bateaux et les camions qui permettent aux vêtements d'arriver ici, etc. Donc en fait, cet acier, c'est un pilier essentiel de la civilisation moderne. Il y en a absolument partout. Sans acier, si vous avez toujours pétrole mais pas d'acier, vous n'avez pas la civilisation moderne. Ça n'existe pas. Pour mettre l'acier en forme, vous avez des machines industrielles monstrueuses qui s'appellent des laminoirs. Qui a déjà ici visité un complexe sidérurgique ? Ah, vous êtes plus nombreux que la moyenne. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, si vous avez l'occasion de faire ça un jour dans votre vie, allez-y, parce que je vous assure que c'est une expérience dont vous ne ressortez pas indemne. Moi, j'ai fait ça il y a 35 ans, je m'en souviens encore. Hein. C'est juste, c'est métropolis, quoi. C'est juste hallucinant comme endroit. Alors, vous avez 2 laminoirs en France, un à Fos-sur-Mer et un à Dunkerque. Et si on voulait fournir la même puissance mécanique que ces 2 laminoirs avec des gens tapant sur des tôles toute la journée avec des marteaux, eh bien là, je devrais mobiliser pour ça la totalité de la population active du privé en France. Les fonctionnaires y échappent, c'est une bonne nouvelle pour eux. Mais par contre, tous les autres se retrouvent avec un marteau à taper sur des tôles toute la journée, juste pour remplacer la puissance mécanique de 2 machines à écraser des tôles que nous avons en France, qui s'appellent des laminoirs. Donc là, vous avez un tout petit sous-ensemble des machines qui, aujourd'hui, sont dues aux combustibles fossiles, soit pour leur fabrication, soit pour leur fonctionnement, soit pour les deux. Et je vous ai épargné volontairement l'automobile, l'avion, enfin des trucs qui sont plus des réflexes quand on y pense, parce qu'on pourrait très bien se passer d'automobile pour l'essentiel de nos déplacements. Ce soir, vous auriez tous pu venir sans automobile. Certains d'entre vous s'y seraient pris 4 heures à l'avance, mais vous auriez pu. Vous auriez marché, vous auriez pédalé, etc. On ne peut pas se passer de laminoir. Si on n'a pas de laminoir, vous ne mangez plus.
On n'a plus de tracteurs, on n'a plus de charrues, on n'a plus de camions, etc. Vous ne mangez plus. Donc je vous ai mis délibérément des machines qui aujourd'hui, dans le monde moderne, sont juste des machines totalement indispensables. La voiture est probablement c'est un élément de statut social et c'est un élément de confort, mais c'est probablement une des machines dont on peut le plus facilement se passer, paradoxalement, dans le monde de demain. Une de celles dont on peut le plus facilement. Elle n'est pas systémique, autant qu'on le croit. Par contre, c'est un problème pour les élus locaux. Alors, si je prends l'ensemble des machines qui aujourd'hui sont nos auxiliaires mécaniques et à notre place font pousser la nourriture, cousent nos vêtements, les transportent, fabriquent tous les objets de la vie courante, etc., eh bien, cette machinerie actuellement en service dans le monde, à condition que je lui donne sa nourriture particulière qui s'appelle de l'énergie, car ce sont les machines qui mangent l'énergie, c'est pas vous. Donc ce n'est pas vous qui consommez du pétrole. Quand on dit les Français consomment du pétrole, c'est un terme impropre. Vous ne buvez pas le pétrole, ce qui est la seule manière que vous avez de consommer quelque chose. Je vous le déconseille, ce n'est pas terrible. Ce qui consomme du pétrole, c'est votre automobile. Et ce qui consomme du pétrole, c'est votre chaudière à fioul si vous en avez une. Et ce qui consomme du pétrole, c'est votre lampe à kérosène si vous en avez une. Mais vous ne consommez pas de pétrole. Donc quand on dit qu'on consomme de l'énergie, en fait, ça veut juste dire qu'on domestique des machines. Et plus on utilise d'énergie, plus on a un grand parc de machines à notre disposition. Et donc, plus comme on est feignant, on en a beaucoup en ne se fatiguant pas. Voilà, c'est ça, en fait, utiliser de l'énergie. Et donc, ces machines, avec leur énergie particulière, à tout instant dans le monde, elles démultiplient la force musculaire de l'humanité par un facteur 200. Alors, une fois que je vous ai dit ça, il y a quelques conclusions simples à en tirer. La première, c'est que notre économie, notre système productif, étant un vaste système de transformation de ressources, les vêtements que vous avez sur vous, c'est des ressources transformées. Cette estrade sur laquelle je suis, c'est des ressources transformées. Mes chaussures aussi, mon ordinateur aussi, ce truc d'eau là aussi, enfin l'eau, l'emballage autour, le Pavlov que je tiens dans ma main, et tout ce que vous avez chez vous, et tout ce que vous avez dans la rue, etc. Tout ce que vous pouvez observer autour de vous qui est fait dit de la main de l'homme, en fait de la main de la machine, c'est des ressources transformées. Donc notre économie, c'est un vaste système de transformation. Et la transformation en physique, elle a son unité de compte, c'est précisément l'énergie. Donc quand vous avez un rapport de 1 à 200 entre la puissance musculaire et la puissance des machines, c'est une autre manière de dire qu'aujourd'hui, ce qui fait tourner le système économique mondial, ce sont les machines, ce ne sont pas les hommes. Les hommes sont là pour donner des ordres aux machines. Ce qui bosse, c'est les machines. Ce n'est pas le conducteur du train qui m'a amené ici, c'est le train. Ce n'est pas les ouvriers d'Alstom qui ont construit le train, c'est les machines qu'il y a dans les usines d'Alstom. D'accord ? Etc., etc. Donc en fait, ce qui produit, et ce que vous allez manger tout à l'heure, ce n'est pas les agriculteurs qui l'ont produit, je vais vous le dire dans pas longtemps, c'est les tracteurs des agriculteurs, et c'est les usines d'engrais, et c'est les usines de phytosanitaires, et c'est les camions, et c'est les silos. Hein ? Donc ces machines, à partir du moment où elles sont 200 fois plus puissantes que nous, ce qui va compter pour la puissance économique d'un pays, ce n'est pas combien il a de gens au travail, c'est combien il a de machines au travail. C'est ça qui va compter. C'est pour ça que le PIB français a été transitoirement supérieur au PIB chinois, alors que les Chinois ont toujours été considérablement plus nombreux que nous. C'est qu'à un moment dans l'histoire, il y a eu une brève parenthèse, refermée depuis, où la France a eu plus de machines que les Chinois. Donc on a eu un plus gros PIB. Voilà. Mais ça a duré le temps de notre parc de machines supérieur. Alors, 2 ou 3 autres manières de présenter cette réalité physique sont les suivantes. La première, c'est que si je supprimais instantanément dans le monde l'énergie, donc les machines, le PIB mondial serait divisé par 200. Combien de permis de construire est-ce qu'on délivre à Biarritz si on divise le PIB mondial par 200 ? À mon avis, plus beaucoup. Donc vous voyez, un truc qui peut vous paraître totalement déconnecté de l'énergie, permis de construire délivré, voilà, vous supprimez l'énergie, il n'y a plus de permis de construire, enfin si, vous en avez, mais ils ne représentent plus aucun droit, d'accord, effectif. Ils n'ont plus de réalité physique. Ça devient un bout de papier sans... Une deuxième manière de représenter cette même réalité, c'est de dire que pour avoir la même production économique dans le monde, s'il n'y avait pas de machines, il faudrait qu'on soit 1600 milliards d'êtres humains sur Terre. Alors déjà qu'il y a 8 milliards, ça coince un peu. Ça veut dire 1600 milliards, il y a quelques problèmes. Une troisième manière de présenter cette même réalité, c'est de dire que le train de vie moyen d'un terrien, dans un monde sans machine, demanderait qu'il ait 200 esclaves H24 à sa disposition. En France, comme on est au-dessus du train de vie moyen du monde, c'est plutôt 600. Et chez les CSP, chez les cadres, on est plutôt entre 1000 et 2000. Ils sont plus riches que les autres. Donc ils ont plus d'argent à dépenser, donc ils mobilisent plus de machines pour la production de ce qu'ils consomment. C'est aussi bête que ça. Ils vivent dans les logements plus grands, ils achètent plus de trucs. C'est les plus grosses bagnoles.
Eux, ils ont des Porsche. Voilà, donc, certains d'entre eux. Voilà, donc c'est juste ça, la traduction brute, c'est qu'en fait, aujourd'hui, le train de vie d'un Français ordinaire, et je parle bien du Français ordinaire, je ne parle pas de Bernard Arnault, hein, le train de vie du Français ordinaire aujourd'hui, hein, de la classe moyenne inférieure, pour être très franc, eh bien, pour qu'il ait le même dans un monde sans énergie, sans pétrole, sans gaz, sans charbon, il faudrait qu'il ait 500 esclaves à sa disposition en permanence. Regardez bien, le smicard d'aujourd'hui est capable de se déplacer à 100 km/h. Qui pouvait se déplacer à 100 km/h il y a quelques siècles? Pas même le roi de France. Pas même le roi de France. Le smicard d'aujourd'hui, il a une espérance de vie à la naissance de 70 ou 80 ans. Il y a une différence entre déciles, mais même. Qui avait une espérance de vie à la naissance en France il y a quelques siècles? Regardez les âges des décès des rois de France. Vous allez voir, hein, et ils avaient accès aux meilleurs services possibles, hein, dans le pays. Hein. Vous n'allez pas en trouver beaucoup qui meurent à 70 ans. Hein. Qui avait accès, le smicard moderne, il a accès au jeu du cirque dans son salon, ça s'appelle une télévision, etc., etc. Donc vous regardez absolument n'importe quoi qui est accessible aujourd'hui à des gens qu'on considère comme étant effectivement à juste titre dans notre échelle actuelle, hein, dans le bas de la fourchette, et vous vous rendez compte qu'en termes matériels, et c'est l'énergie qui a fait ça, ils sont très, 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 très au-dessus de ce qu'était la condition d'un riche il y a quelques siècles. Très au-dessus. Alors, cette énergie abondante, elle a également créé une illusion économique qui s'appelle la productivité du travail. Prenez un agriculteur, il y a 2 siècles, il produit une certaine quantité de nourriture. Prenez un agriculteur aujourd'hui, et vous allez constater que par individu, il produit 200 fois plus. Putain, ça en impose, hein, 200 fois plus. Hein. Alors vous dites, il est devenu plus productif, c'est l'augmentation de la productivité du travail. Alors vous vous dites, comment se fait-ce ? Parce qu'il lui a poussé 200 paires de bras et 200 paires de jambes, par exemple. Donc il cultive 200 fois plus vite, ce qui est devenu 200 fois plus gros en termes musculaires. Rien de tout ça. Voilà. Il est un peu plus grand, effectivement, que son ancêtre d'il y a 2 siècles. En fait, la réponse, c'est que ce n'est pas lui qui produit. La réponse, c'est que l'agriculteur moderne, il donne des ordres à des tracteurs, des moissonneuses-batteuses, il donne indirectement des ordres en passant des commandes à des usines d'engrais et de pesticides, et il donne des ordres à des silos, et il donne des ordres à des camions. Donc en fait, ce qui produit aujourd'hui la nourriture, ce n'est pas l'agriculteur, c'est la machinerie commandée par l'agriculteur, sauf pour quelques agriculteurs en permaculture qui font des radis et des haricots verts. Mais à part ça, on ne fait pas de permaculture dans les grandes cultures, hein, je vous rappelle, hein, dans le blé et les patates, ça ne marche pas bien. Et donc, en fait, ce n'est pas lui qui produit. Donc la productivité du travail, c'est juste avoir adjoint des machines aux individus. Si demain matin, vous supprimez l'énergie, vous supprimez les machines, vous faites effondrer la productivité du travail. Donc la productivité du travail qui paye vos retraites, pour ceux d'entre vous qui sont à la retraite, ça dure aussi longtemps que dure l'énergie abondante. C'est une bonne nouvelle, non? Je suis aussi concerné. C'est la raison pour laquelle, si vous regardez pour le monde dans son ensemble, comment évolue simultanément la production économique mesurée cette fois-ci en dollars et l'énergie utilisée, vous avez un truc qui est quasi droit. Donc sur cette courbe, en fait, c'est un nuage de points. Mais ce point-là, c'est 1965. Puis après, tous les points suivent l'ordre chronologique, ploum, 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 comme ça jusqu'en 2022. Et pour chaque année, sur ce graphique, j'ai mis sur l'axe horizontal combien on utilisait d'énergie dans le monde, c'est-à-dire en fait combien il y a de machines qui bossent. Et en ordonnée, j'ai la production économique dans le monde. Et vous voyez que vous avez un truc quasiment linéaire. Ce qui veut dire qu'au premier ordre, le PIB mondial, c'est une affaire d'énergie mondiale. Parce que c'est une affaire de quantité de machines qui bossent. Question, dans un monde qui va devenir de gré ou de force sobre en énergie, peut-on compter sur la croissance du PIB pour payer les dépenses de santé, les retraites et les investissements dans la transition? Question. Qui ici est prêt à parier toutes ces économies sur le fait que la réponse est oui de manière certaine? C'est pas grave, vous pouvez les parier quand même, hein, même si vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Bon, vous n'êtes pas courageux. Voilà, donc ça c'est également une conséquence importante, c'est qu'aujourd'hui les plans de transition qu'on fait, ils sont censés flotter dans un monde en croissance, mais sauf qu'il faut qu'ils flottent dans un monde en contraction. Hein. Il faut aussi qu'ils flottent dans un monde en contraction, sinon c'est pas sûr qu'ils flottent du tout. Alors ici vous avez juste la traduction du fait que, j'en viens après au CO2, que l'énergie ne s'est pas décarbonée sur les 60 dernières années. Donc ça c'est une courbe dans laquelle vous avez en abscisse la quantité d'énergie qu'on utilise dans le monde, enfin donc les machines, hein,
Et là, en ordonnée, vous avez les émissions de CO2 dans le monde liées à l'énergie. Et là, c'est pareil, 65, 66, etc., jusqu'en 2022. Ce que vous voyez, c'est que là, vous avez une droite quasi parfaite. Dit autrement, la quantité de CO2 qu'on émet par unité d'énergie aujourd'hui, c'est exactement la même qu'en 1965. Ni l'essor du nucléaire, ni l'essor des nouvelles énergies renouvelables n'ont significativement changé sur les 60 dernières années la quantité de CO2 qu'on crache dans l'atmosphère quand on utilise une unité d'énergie. Exactement quand une machine qu'on mobilise utilise une unité d'énergie. Donc pour le moment, il y a zéro décarbonation de l'énergie. En gros, première approximation. Et ça vous explique pourquoi. En première approximation toujours, alors c'est plus des artefacts sur le PIB que autre chose qui explique le côté un peu zigouitant de la courbe là à la fin. Là. Au premier ordre aussi, vous voyez que la quantité de CO2 qu'on crache dans l'atmosphère est au premier ordre, encore une fois, une fonction de la taille de l'économie. Parce que la taille de l'économie est au premier ordre une fonction de la taille de l'énergie, et l'énergie est fossile parce qu'on est paresseux et accumulatif. Et ça vous explique pourquoi, depuis 1992, pour les Belges télétravailleurs, on a une convention climat qui nous dit qu'il faut s'occuper sérieusement de la question climatique, et on ne s'en occupe pas sérieusement. On ne s'en occupe pas sérieusement parce qu'en pratique, c'est essayer de faire quelque chose de totalement orthogonal à ce qu'on essaye de faire depuis qu'on a goûté au pétrole, au gaz et au charbon, qui est de faire croître la quantité de biens matériels qu'on possède parce que nous sommes paresseux et accumulatifs. Voilà. Donc on n'y arrive pas. Alors ça ne veut pas dire qu'on n'y arrivera pas à l'avenir. Et du reste, il vaudrait mieux essayer d'y arriver à l'avenir, mais ça veut dire que ça ne va pas s'obtenir en un claquement de doigts. Ce n'est pas un truc qui va se faire facilement, et ce n'est pas quelque chose qui va se faire à la marge, en continuant à mener nos affaires comme nous le faisons aujourd'hui. Je finirai par ça tout à fait à la fin. Mais vous verrez, pour un tout petit peu divulgacher la réponse pour ceux d'entre vous qui sont venus avec le carrosse de Cendrillon là, qui va se retransformer en citrouille et qui devront partir avant la fin. C'est absolument évident qu'aujourd'hui, régler la question du climat dans un monde en croissance économique, je pense que c'est la quadrature du cercle. Parce qu'on n'y arrivera pas. Et comme c'est la physique qui finira par gagner, je pense qu'à un moment, l'économie se contractera, que ça nous plaise ou pas. Voilà. Mais j'y reviendrai à la fin. Alors, revenons au passé. Qu'est-ce qu'elle a fait pour nous, cette énergie abondante? La première des choses qu'elle a faites, dans les premières choses qu'elle a faites, c'est d'augmenter l'espérance de vie. L'énergie abondante a permis notamment à l'agriculture de devenir de plus en plus productive à partir d'il y a quelques siècles, grâce d'abord aux moulins, puis ensuite aux forges au charbon, qui ont permis d'augmenter de manière très conséquente les premiers auxiliaires des agriculteurs, c'est-à-dire les engins agricoles à main, puis les charrues, les colliers de traits, les roues de charrette cerclées de fer, etc. Tous ces trucs-là. Ce qui explique qu'on a eu d'abord la révolution agricole, qui a permis d'augmenter très fortement la quantité de nourriture disponible. Et comme les gens étaient mieux nourris, ça a été un premier facteur de baisse de la mortalité infantile. Après, il y a eu un deuxième facteur de baisse de la mortalité infantile qui a été la prophylaxie, c'est-à-dire le fait que toujours grâce à de l'énergie abondante, on ait amené de l'eau potable et évacué les eaux usées. Parce qu'avant, les gens pissaient et chiaient dans les caniveaux au milieu de la rue, là, c'était pas terrible en termes de prophylaxie, et on enterrait les morts à côté du puits, ce qui n'était pas terrible non plus en termes de prophylaxie. Enfin, le fait qu'il y avait des puits, qui n'étaient jamais très loin d'un endroit où on avait enterré quelqu'un. Ça a également augmenté fortement l'espérance de vie. Et vous voyez que la médecine moderne, là, qui arrive tard, elle arrive tard sur la deuxième moitié, sur le dernier quart, en gros, du XXe siècle, elle arrive à un moment où l'essentiel du job a été fait. Et l'essentiel du job a été fait par ce que je viens d'évoquer, plus les vaccins et un peu les antibiotiques. Mais c'est pareil, les antibiotiques arrivent tard. Les antibiotiques arrivent là, donc ils arrivent vraiment tard. Donc c'est l'abondance énergétique qui a permis de très fortement augmenter l'espérance de vie. Et ça, vous le voyez, dans tous les pays dans lesquels il y a de plus en plus d'énergie, en général, l'espérance de vie augmente. La deuxième chose que ça a permis de faire, puisqu'on est paresseux, on bosse de moins en moins, voilà, ça on adore, la durée annuelle du temps de travail a été divisée par 2 en un siècle. Donc les 35 heures, ce n'est pas Mitterrand, c'est le pétrole. Vous voyez, il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Non mais il n'y a pas de rupture. Si je vous avais viré ici les dates, et je vous demande où est Mitterrand là-dessus, vous êtes infoutu de me le dater. D'accord ? Donc en fait, et ça c'est un mouvement général que vous observez absolument partout. À partir du moment où les machines bossent à notre place, nous on bosse moins. Alors qu'est-ce qu'on a fait de ce temps libéré? Des congés payés, qui n'existaient pas avant le début du XXe siècle,
des retraites qui n'existaient pas il y a 2 siècles. Les retraites, enfin si elles existaient il y a 2 siècles. Les premières retraites ont été instaurées en France comme en Grande-Bretagne. Alors en France par Colbert, qui a instauré ça pour la Royale, pour les marins de la Royale. Donc alors, vous aviez 3 conditions à réunir. Enfin non, pardon, 2 conditions à réunir. Il fallait être marin dans la Royale, il n'y avait pas tant que ça. Il fallait avoir atteint 60 ans, donc il fallait avoir survécu au scorbut et au boulet de canon de l'adversaire. Ça faisait quand même beaucoup de conditions à réunir. Donc je vous assure qu'il n'avait pas pris un grand risque pour les finances publiques à cette époque-là. Et puis maintenant, c'est un processus, grâce à l'allongement de l'espérance de vie et aux machines, qui est devenu généralisé, mais qui ne durera qu'aussi longtemps que les machines qui bossent à notre place pendant que nous, on garde les petits-enfants, on joue à la belote ou on fait des croisières. Voilà, ça durera aussi longtemps que ça. On en a fait des études longues. Il n'y avait pas d'études longues il y a 2 siècles. Déjà, il y a 1 siècle et demi, on a mis l'école obligatoire primaire. Avant, il n'y avait pas d'études tout court. Donc, il n'y avait pas d'études longues il y a 2 siècles. On en a fait... voilà, donc les congés payés, les études longues, les retraites, c'est une façon d'allouer du temps libre qui nous a été libéré par les machines. On a augmenté le pouvoir d'achat. À l'évidence, si on produit plus, vous allez pouvoir acheter plus. Et inversement, pour acheter plus de choses, il faut qu'on produise plus de choses. Dans un monde à l'énergie rare, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de fringues qu'on changeait tout le temps. Une anecdote, mon père qui était prof de physique, donc quand même un cadre supérieur, et ce n'était pas juste parce que tous les profs de physique s'habillent comme des sacs, du reste il m'a transmis ça, mais donc, non, il avait des pièces de cuir au coude de ses vestes. C'était normal à l'époque. Enfin, je veux dire, on ne jetait pas une veste parce qu'il y avait un trou. Et quand vous regardez le prix réel d'un objet qui existait déjà il y a 1 siècle et demi, une chemise, une table, une chaise, un verre, etc., et que vous regardez combien de temps il fallait bosser pour se payer l'objet en question, eh bien vous vous rendez compte que le temps de travail pour se payer l'objet en question était, il y a 1 siècle et demi, de l'ordre de 50 à 100 fois supérieur à celui qu'il est aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les objets ne valent rien, j'insiste, rien, comparé à ce qu'ils valaient il y a 1 siècle ou 1 siècle et demi. Aujourd'hui, on n'a pas de problème de pouvoir d'achat, on a un problème de statut social et de cupidité, mais on n'a pas de problème de pouvoir d'achat. C'est pas vrai. Collectivement, en tout cas, c'est sûr que non. Donc, on a très fortement augmenté la capacité. Alors, ça vaut pour tout. On vivait dans 20 mètres carrés par personne en 1974. Aujourd'hui, on est dans 40. On avait 2,5 millions de véhicules en circulation, véhicules particuliers en circulation dans ce pays en 1945. On en a aujourd'hui 40 millions. Puis je pourrais vous égrener ad nauseam. Et tout ça, c'est de l'abondance énergétique. Nous avons tertiarisé l'emploi. Alors, quelque chose qui est souvent dit en matière d'énergie, c'est si demain on devient sobre énergétiquement, on ira au bureau, parce que le bureau, c'est pas énergivore. D'accord ? Dans le bureau, on rentre, on ne consomme pas grand-chose, il y a une photocopieuse, on pourrait s'en passer, il y a un ordinateur, ça ne consomme pas grand-chose, il y a 3 ampoules, etc. Alors, mauvaise nouvelle, en fait, la tertiarisation de l'emploi, c'est la marque de l'abondance énergétique dans un pays, parce que pour mettre tout le monde dans un bureau, il faut que ce soit les machines qui fassent le job à notre place. Donc, en fait, la civilisation du bureau, c'est une civilisation dans laquelle nous avons créé une armée de gens dans le tertiaire pour gérer la complexité d'un monde créé par les machines. Je vais vous donner un exemple. Imaginons que demain matin, on supprime l'industrie automobile. On ne fait plus de voitures. À quoi servent les gens qui aujourd'hui enseignent à fabriquer des voitures? À rien. C'est du tertiaire. Hop, dehors. À quoi servent les gens qui financent les voitures neuves? À rien. Dehors, une partie des banquiers. Vous allez dire, c'est peut-être une bonne nouvelle. À quoi servent les gens qui assurent les voitures neuves? À rien, dehors. À quoi servent les gens qui réparent, c'est aussi dans les services, qui réparent les nouvelles voitures? À rien, pouf, dehors. Donc là, vous voyez, vous avez tout un pan des services. En fait, si je supprime le flux physique sous-jacent, ces gens-là n'ont plus d'existence. À quoi servent les enseignants? Ils servent à enseigner la complexité du monde. Dans un monde extrêmement simple, vous n'avez pas besoin d'enseignants. Qu'est-ce que vous avez besoin dans un monde extrêmement simple? Dans un monde de chasseurs-cueilleurs, vous n'avez pas besoin de prof de physique, vous n'avez pas besoin de prof de chimie, vous n'avez pas besoin de prof d'anglais, vous avez à peine besoin de prof de français. Ça ne sert à rien tout ça. Vous n'avez sûrement pas besoin de consultants chez Carbone 4, ça c'est sûr. Vous n'avez pas besoin de banquiers, vous n'avez pas besoin d'assureurs, ça ne vous sert à rien tout ça. Donc en fait, tous ces emplois du tertiaire ont été créés pour gérer directement ou indirectement la complexité du monde
qui a été créée, qui elle-même a été créée par l'abondance de machines, qui vous a créé une profusion de flux physiques qui vont dans tous les sens, et il faut gérer cet ensemble. Hein, c'est ça. Voilà. Donc, pour finir là-dessus, dans un monde sobre en énergie, c'est pas sûr qu'il y ait autant d'emplois de bureau que dans un monde économe en énergie. Du coup, qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont dans les villes? C'est pas du tout sûr que dans un monde sobre en énergie, il y ait encore autant de moyens matériels pour les gens dans les villes. Du reste, quand vous regardez la taille des villes dans le monde sobre en énergie d'il y a quelques siècles, des villes à 1 million d'habitants, vous n'en aviez pas. Paris a été la plus grande ville continentale d'Europe quand elle avait quelques centaines de milliers d'habitants, à la fin de la Renaissance et au début de l'ère industrielle. Et Rome a été la plus grande ville du monde antique avec 1 million d'habitants, mais c'était vraiment une exception. C'est parce que Rome, en fait, avait un grenier à blé qui s'appelait l'Égypte. Donc Rome pouvait acheminer la nourriture qui lui permettait de se nourrir par voie des mers en provenance d'un champ qui était absolument extraordinaire puisqu'il faisait 30 km de large et 3000 km de long. Et tout pouvait être desservi par bateau. D'accord ? Donc c'était one of a kind. Enfin, je veux dire, vous ne trouvez pas 2 exemples comme ça dans l'Antiquité. Mais Paris, ville à l'intérieur des terres, avec quelques centaines de milliers d'habitants, c'était déjà une prouesse d'arriver à nourrir tout ce beau monde. Et il fallait les systèmes de transport terrestre et de transport fluvial de tout ce qui allait de la Beauce à la Picardie. Hein. C'était vraiment c'est ça qui était nécessaire pour nourrir les Parisiens. Qu'est-ce qu'on fait dans un monde sombre en énergie d'une mégapole parisienne à 10 millions d'habitants? J'en sais rien. Et qu'est-ce qu'on fait même de Bab dans un monde sobre en énergie? J'en sais rien. En tout cas, ce dont je suis sûr, c'est qu'il faut y penser aujourd'hui, parce qu'il n'y aura pas le temps de déménager les gens dans la joie et la bonne humeur quand les problèmes commenceront à devenir marqués. L'énergie abondante a mondialisé le monde. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation des bateaux et des camions? Des bateaux et des camions. Vous n'avez pas de mondialisation sans bateaux et sans camions. Ici, vous avez la capacité de la marine marchande depuis 1900. Alors, dans cette espèce de trait plein, là, vous avez la marine marchande à moteur. Et en trait pointillé, vous avez la marine marchande à voile. Alors, si je remonte en 1850, où vous n'avez pas encore de marine marchande à moteur, la marine marchande à voile doit avoir de l'ordre de 20 à 30 millions de capacité d'emport. Ce qui veut dire que si vous chargez au max toutes les cales de tous les bateaux disponibles à l'époque, à voile, vous chargez 20 ou 30 millions de tonnes. Aujourd'hui, si vous chargez toutes les cales de tous les bateaux disponibles dans le monde, vous chargez 2 milliards de tonnes. Est-ce qu'on va garder cette mondialisation avec des bateaux à voile? Jamais de la vie. Vous ne ferez jamais avancer à voile un vraquier de 300 000 tonnes ou un porte-conteneur de 300 000 tonnes. Ça n'avancera jamais à la voile. Vous ne les ferez pas plus avancer au biocarburant. Quand vous regardez, j'en parlerai peut-être tout à l'heure au moment des questions, quand vous regardez les quantités de biomasse et d'électricité qu'il faut bouffer pour faire des carburants d'origine durable, il y a le projet Biojet dans le coin, là. C'est une chimère, ce truc-là. Enfin, c'est une anecdote. Ça amuse un peu la galerie, mais ça ira jamais très loin. Vous vous rendez compte que ça ne marchera jamais au carburant d'origine durable, la marine marchande qui consomme à peu près 8% du pétrole mondial. Donc dans un monde très sobre en énergie, on va démondialiser l'économie. Alors ça, je peux vous dire que ça va faire mal à notre pouvoir d'achat, parce qu'aujourd'hui, nous avons perdu les ressources locales qui nous permettent de produire les objets. Je vais venir juste à qu'on produisait avant, parce que les mines de fer françaises sont épuisées, les mines de cuivre françaises sont épuisées. Enfin, pas tout à fait, il y en a encore un peu, mais absolument pas ce qui permettra d'avoir une casserole pour 10 balles au supermarché du coin. Absolument pas. Grâce à l'énergie abondante, nous avons complexifié les objets. Alors, il y a 2 siècles, vous voyez, ça c'est un truc que je trouve très intéressant, avec 7 métaux, plus le carbone et le calcium, on faisait la quasi-totalité des objets qu'on pouvait trouver à l'époque. D'accord ? Et tous ces métaux se trouvaient par exemple en France. En France, on trouvait de l'étain, on trouvait du cuivre, on trouvait du fer, du zinc, du plomb, du manganèse et du cobalt. Déjà du cobalt à l'époque. Du reste, on les trouvait notamment dans les montagnes, parce que dans les montagnes, la surrection a fait affleurer des gisements géologiques autrement profonds, et on avait pas mal de mines dans les montagnes. Les mines de Paris avaient une annexe où les élèves étaient envoyés la première année dans les Alpes, dans les Chamonix, je crois. Et ce que vous voyez aujourd'hui, c'est que la totalité des éléments du tableau périodique des éléments sont utilisés dans les objets de la vie dite courante. L'ordinateur que je suis en train d'utiliser là, qui est devenu un objet de la vie courante, il y a 50 métaux différents dedans. 50. Dont la moitié
au moins, ne sont pas recyclables parce qu'ils sont plus dilués dans l'ordinateur que dans le minerai initial. Donc il y a plein de trucs là-dedans. Une fois qu'on les a sortis de terre et utilisés, vous ne les reverrez jamais. Fini. Vous avez eu tout à l'heure la citation d'un type de Green IT, l'abordage, qui disait « Regardez bien, parce que dans une ou deux générations, c'est pas sûr. » Alors, oui, dans une ou deux générations, c'est pas sûr que le taux de renouvellement de ces appareils soit celui d'aujourd'hui. Hein. Il y en aura probablement toujours. En quelle quantité, je ne sais pas. Et on a tout basé dessus. Votre système monétaire, aujourd'hui, ce qui vous permet aujourd'hui de payer vos achats, en fait, c'est 50 métaux. C'est ce genre de truc. L'argent que vous manipulez, c'est plus de l'argent. C'est des électrons qui se baladent dans des circuits imprimés. C'est ça l'argent aujourd'hui. Hein. C'est pas du tout un billet de banque que vous avez chez vous. Enfin, c'est très marginal. Comment est-ce qu'on rend simple, à cause de la démondialisation, des objets qui sont tous devenus monstrueusement compliqués? Comment est-ce qu'on les rend simples? Est-ce que je peux retrouver un mixeur à soupe dans lequel il n'y a pas d'électronique? Parce qu'aujourd'hui, est-ce que je peux retrouver un four dans lequel il n'y a pas d'électronique? Est-ce que je peux retrouver... Il y a de l'électronique absolument partout aujourd'hui. Et du reste, pour gérer les réseaux électriques avec des sources intermittentes en pagaille, vous avez besoin d'électronique dans tous les sens. Sans électronique dans tous les sens et sans semi-conducteurs dans tous les sens, vous ne gérez pas ce genre de réseau. Voilà. Donc, et alors, je vais vous donner une anecdote rigolote là-dessus. Vous avez entendu parler d'un gaz qui s'appelle l'hélium. Oui, ça vous dit quelque chose, l'hélium? Bon. Vous savez qu'il y a des gens qui rêvent de remplacer les avions par des dirigeables gonflés à l'hélium. Est-ce que vous savez d'où vient l'hélium? D'où est-ce que sur Terre, on extrait l'hélium? Je vous rappelle pour ceux d'entre vous qui savent que l'hélium est un gaz rare, c'est-à-dire une espèce, une espèce chimique qui ne s'associe à aucun autre atome. D'accord? Donc vous ne pouvez l'avoir que sous forme d'hélium. Eh bien, je vous le donne en mille, ça se trouve dans les gisements de gaz naturel. Si vous allez aujourd'hui sur le site de Gazprom, vous pouvez faire l'expérience, eh bien vous verrez que dans les offres de Gazprom, il y a de l'hélium. Voilà. Ils sont russes, évidemment, on ne leur achète pas. Non, je plaisante. Il y a de l'hélium. L'hélium fait partie des éléments qui sont utilisés pour fabriquer des lasers de la bonne longueur d'onde qui permettent aujourd'hui de graver des semi-conducteurs. Ce n'est pas le seul élément qui soit utilisé pour ça, mais c'en est un. Sans hélium, pas de laser. Sans laser, pas de semi-conducteur. Sans semi-conducteur, pas le système digital qu'on connaît aujourd'hui. Bon. Voilà, donc c'est juste pour vous illustrer qu'aujourd'hui, on a créé un système dans lequel tout est intriqué. Et quand on parle de relocaliser l'économie, quand on parle de simplifier le système, etc., on ne se rend pas compte que c'est évidemment une direction dans laquelle il faut partir. Mais ça ne va pas être un truc simple. Pas du tout, du tout, du tout. Ça va être un truc très compliqué qui va se demander de se creuser très fort la cervelle. Hein. Et ce n'est pas un truc c'est pas un résultat qu'on va pouvoir obtenir de manière délibérée en s'en occupant quand on a le temps. Voilà. Si on veut simplifier les objets qu'on utilise, parce que tout simplement pour être capable d'en produire une partie chez nous, et tout simplement pour faire en sorte qu'ils puissent durer, etc., eh bien, ça va être un vrai challenge. Alors, ça, c'est mon petit couplet spécial parité. L'énergie abondante a très, très fortement émancipé les femmes. Vous avez là un bouquin dont je vous recommande la lecture, qui a été écrit par une femme remarquable, Vera Nikolsky, et dans lequel elle explique quelque chose, encore une fois, qui relève du bon sens. C'est quand vous regardez bien, l'amélioration de la condition féminine, d'abord, a précédé les mouvements féministes, ça c'est intéressant à noter, et ensuite doit énormément à l'énergie abondante. Alors, quelques exemples. Je vous ai dit tout à l'heure, l'énergie abondante a augmenté l'espérance de vie en diminuant la mortalité infantile. Alors, s'il y a un moment où les conditions d'existence entre hommes et femmes ne sont pas exactement les mêmes, c'est lors de la grossesse et lors de l'allaitement. Si, pour avoir la même descendance, vous divisez les périodes de grossesse et d'allaitement par 2 à 3, ça vous fait déjà la disparition d'une grosse différence entre hommes et femmes. La deuxième chose, c'est qu'il y a un certain nombre de tâches qui étaient historiquement dévolues aux femmes. Je ne discute pas du fait que ce soit bien ou mal, c'était juste un fait. Et l'énergie abondante a permis de mécaniser toutes ces tâches. Alors, on peut se plaindre aujourd'hui du fait que ce soit encore les femmes qui chargent le lave-linge. En attendant, charger un lave-linge, ça prend un peu moins de temps. Et d'appuyer sur le bouton coton 40, ça prend un peu moins de temps que d'aller au lavoir et d'y passer 5 heures, en particulier l'hiver. Vous avez un certain nombre de services fournis par l'énergie abondante au niveau de la cuisine, c'est pareil, qui ont considérablement raccourci le temps qu'on devait y passer.
Vous avez la tertiarisation de l'emploi qui a supprimé toute notion de force physique pour avoir un revenu, toute notion de force physique. Et la quasi-totalité des emplois tertiaires, vous pouvez prendre les gens, enfin en tout cas consultants, je vous assure, vous pouvez prendre les gens, leur couper les 2 bras, les 2 jambes. S'ils peuvent commander leur ordinateur à la voix, ils font le même boulot. Hein. Bon. Donc vous avez dans plein d'emplois tertiaires, la notion de force n'a plus d'importance. Et donc vous retrouvez ça dans un certain nombre d'indicateurs, dont par exemple ici le taux d'activité, dont vous voyez qu'en l'espace d'un siècle, il a considérablement augmenté chez les femmes. La question que pose Vera Nikolsky dans ce bouquin, c'est comment est-ce que nous, les femmes, on est sûr qu'en décrue énergétique, dont je sais qu'elle va arriver, on n'est pas les dindes de la farce, les dindons, un peu compliqué pour une femme, on n'est pas les dindes de la farce. Voilà. Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sûr que dans ce contexte-là, ce n'est pas nous qui allons être les premières empapaoutées de l'affaire. Je vous conseille ce bouquin parce qu'il est vraiment très intéressant. Il est un peu déstabilisant, mais très intéressant. Donc en gros, les combustibles fossiles nous ont offert une corne d'abondance depuis 2 siècles, croissante, qu'on peut schématiser de la manière suivante. Mère Nature les a gratuitement offerts à notre disposition, car je rappelle que le pétrole est aussi gratuit que le vent. Et il est aussi gratuit que les Pyrénées, les vagues à Biarritz, le vent qui souffle d'ouest, la neige qui tombe de temps en temps, pas trop souvent, sur les Pyrénées l'hiver, etc., etc. Tout ça est gratuit, hein. Tout ça nous a été donné par la nature gratuitement. Et le pétrole est aussi gratuit que le vent. Dans les 2 cas de figure, ce qui coûte, c'est d'aller chercher une énergie qui est gratuite. Mais l'énergie elle-même est gratuite, dans tous les cas de figure. D'une manière générale, toutes les ressources naturelles sont gratuites par convention dans notre système économique. Et cette énergie abondante nous a permis, par sa combustion, donc par son caractère exothermique, de mettre en mouvement le parc de machines dont je parlais tout à l'heure. Marginalement, il y a des machines qui n'en ont pas besoin, mais c'est marginal. Et même pour construire les machines en question, il y a quand même besoin du pétrole, du gaz et du charbon. Et nous ont donné tous les objets de la vie courante, le système socio-économique dans lequel nous vivons. Et nous avons l'habitude de croire que quand nous regardons la traduction économique de ce système physique, parce que jusque-là, vous voyez, jusque-là, il n'y a pas d'économie. Je vous ai parlé d'énergie, je vous ai parlé de mètres carrés, je vous ai parlé de tonnes, je vous ai parlé de nombre d'objets, je vous ai parlé de facteurs multiplicatifs de la puissance, je vous ai parlé de temps, je ne vous ai pas parlé d'argent jusqu'à maintenant. Si, juste un peu pour la productivité du travail, mais sinon, je ne vous ai pas parlé d'argent. Et nous avons l'habitude de considérer que l'argent est un élément qui permet de se représenter utilement cette réalité physique. Dit autrement, qu'en regardant les prix et les budgets municipaux, on a toute l'information nécessaire pour postuler pour l'avenir. C'est évidemment une funeste erreur. C'est totalement faux. Il n'y a rien de plus faux. D'accord ? Mais c'est quand même comme ça qu'on a l'habitude de raisonner. Donc les retraites seront payées si le PIB passé a augmenté. Bah non, les retraites seront payées si on a plein d'énergie. Les gens pourront continuer à vivre en ville si le PIB de Paris est suffisamment élevé hier. Bah non, les gens pourront continuer à vivre en ville s'il y a des camions, etc., etc. Donc en fait, on a l'habitude de considérer que la mesure économique est quelque chose qui emporte toute l'information nécessaire et qui est un bon reflet de l'abondance à venir. J'insiste, c'est faux. Et quand vous regardez les grandes commodités, du reste, vous n'avez aucun, le pétrole, les céréales, le nickel, ce que vous voulez, vous n'avez dans le passé strictement aucun rapport entre les quantités et le prix. Et à l'avenir. Donc en fait, le prix passé n'est en aucun cas un garant des quantités futures. Jamais. On s'en est rendu compte avec le Covid et les médicaments. Ce n'est pas parce que le Doliprane coûtait pas cher avant qu'il y en a eu pendant le Covid. Voilà. Je vais maintenant vous parler très rapidement de 2 sujets qui sont susceptibles de venir devenir jouer les troubles faits. Le changement climatique et à l'amont, et on en parle très très peu dans ce pays, alors que c'est déjà à l'œuvre, la question de l'abondance des ressources, notamment des ressources fossiles. Vous avez également un sujet sur les autres ressources, les métaux, etc. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle très peu dans notre pays du sujet amont ? Pour une raison très simple, d'asymétrie d'accès à l'information. En ce qui concerne le changement climatique, toute l'information est publique. L'information est fournie par des laboratoires de recherche et un chercheur, il est reconnu s'il publie. Donc en fait, l'intérêt profond du chercheur est de mettre à disposition de la collectivité ce qu'il sait.
Alors, cela étant, quand vous lisez un article de recherche scientifique paru dans Nature, vous n'y comprenez rien. Mais quand même, c'est public. Et alors, de temps en temps, vous avez des médiateurs qui le lisent pour vous et qui vous le traduisent en français compréhensible. Mais c'est public, c'est sur la table. Donc, tout le dossier du changement climatique est public. Donc la collectivité peut s'en emparer. Et les gens qui, encore aujourd'hui, disent tout ça, c'est des conneries, en fait, quand vous regardez le fond de l'affaire, ce n'est pas de l'orthodoxie scientifique qui les pousse à dire que c'est des conneries, parce que ce qu'ils racontent sur le plan scientifique est toujours déconnant. Ce qui les pousse à dire ça, c'est une manifestation de désarroi, de déni, ou éventuellement de clientélisme pour profiter du désarroi et du déni des autres. Mais ça n'est jamais de la science orthodoxe qui les conduit à dire ça. D'accord ? On peut prendre n'importe quel exemple, ça ne marche jamais, à l'inverse du riz de l'oncle Benz. La raison par contre, en ce qui concerne le pétrole, toute l'information est privée. Toute l'information est privée. Ce qu'il y a dans le gisement exploité par Total ou par Exxon ou par l'ANIOC ou par Saudi Aramco, il n'y a que Saudi Aramco ou l'ANIOC ou Total ou Exxon qui le sachent. Et éventuellement, les ingénieurs avant ils s'appelaient Schlumberger, maintenant SLB, qui sont passés là-bas et qui ont fait les mesures. Voilà. Les autres, ils ne savent pas. D'accord ? Et même M. Pouyanné, dans un gisement donné, ce n'est pas lui qui sait, c'est son ingénieur terrain qui va le dire à M. Pouyanné, évidemment, mais ce n'est pas lui qui a l'information primaire. Donc l'information primaire en matière de pétrole et de gaz, comme de mines, elle est détenue par les opérateurs privés ou publics d'État, mais qui ne racontent pas nécessairement la vérité, parce que la compagnie publique saoudienne ou la compagnie publique iranienne, elle n'a aucun compte à vous rendre, donc on ne voit pas pourquoi elle vous raconterait ce qu'elle a dans son sous-sol. Personne ne l'y oblige. Et donc cette information, elle est en totalité privée. Ce qui veut dire que pour se faire une religion sur qu'est-ce qui reste comme pétrole et comme gaz extractible, indépendamment de toute contrainte climatique, il faut y passer 10 ans, moi c'est le temps que j'ai y passé, à discuter entre la poire et le fromage avec des gens qui, une fois qu'ils ont un verre dans le nez, acceptent de vous dire ce qu'ils savent. Voilà. Non mais je suis sérieux. Et c'est la raison pour laquelle cette information n'arrive pas dans le débat public, je dis bien, elle n'arrive pas dans le débat public, alors qu'elle est déjà à l'œuvre en Europe depuis maintenant une quinzaine d'années. Et qu'une large partie des difficultés économiques européennes aujourd'hui sont imputables à ce goulet d'étranglement à l'amont. Alors, parlons un tout petit peu du climat. Pourquoi est-ce qu'il y a des champs de maïs dans le sud-ouest ? Eh bien, il y a des champs de maïs dans le sud-ouest parce que ça fait 10 000 ans que le climat est stable. Ça faisait 10 000 ans que la température moyenne de la planète, vous voyez, avant le début du réchauffement climatique, a très peu varié. Vous voyez, par rapport à une année à un zéro de référence, là, eh bien, sur les 10 000 dernières années, ça bouge un peu d'une fraction de degré, mais vraiment pas grand-chose. Donc, on a connu sur les 10 000 ans qui viennent de s'écouler un climat très stable qui explique pourquoi est-ce que notre espèce qui avant était nomade, ce qui lui permettait de s'adapter à des conditions climatiques variables en se déplaçant d'une zone à une autre, s'est sédentarisé parce qu'il y a 10 000 ans ou il y a 5 000 ans, les moyens de réponse de l'humanité à des changements brusques du climat n'étaient pas tels qu'ils auraient pu rester au même endroit avec de l'agriculture si le climat s'était mis à varier de façon significative. Si là où il faisait très humide, il s'était mis à faire sec, ou si là il faisait sec, il s'était mis à y avoir plein d'inondations, les gens n'auraient pas pu rester avec les moyens dont ils disposaient à l'époque. Donc la raison pour laquelle on s'est sédentarisé, ce qui a donné longtemps après l'agriculture du sud-ouest et les villes, eh bien, il y a notamment la très grande stabilité climatique que nous avons connue sur les 10 000 dernières années. Avant ça, nous avons connu un épisode de déglaciation. Au cours de l'ère quaternaire, sur les 3 derniers millions d'années, la température de la Terre, sur des périodes longues, a varié. Et en gros, on a alterné 100 000 ans d'ère glaciaire, il faisait froid, 20 000 ans d'ère chaude, interglaciaire, il faisait plus chaud, puis de nouveau 100 000 ans d'ère glaciaire, etc. Et ça, c'est dû aux modifications des paramètres astronomiques de la Terre. Et bien, vous voyez que la déglaciation, qui a permis à la France de passer de ce genre de paysage à ce qu'on observe par la fenêtre aujourd'hui, eh bien, à l'échelle planétaire, c'est une hausse de température d'à peu près 4 degrés. Donc 4 degrés en 10 000 ans, ça vous transforme la France en le nord de la Sibérie à ce qu'on constate aujourd'hui. Donc c'est quand même pas mal en termes de changement. L'océan est remonté de 120 mètres, pas mal non plus, etc., etc. Donc 4 degrés en 10 000 ans, c'est l'ampleur de la transition que nous avons connue. Et là, on est en train de parler de transitions qui pourraient être du même ordre de grandeur, mais sur des échelles de temps beaucoup plus courtes. Alors, à l'échelle, là, vous avez le XXe siècle, et là, vous avez le XXIe,
avec les pays qui tiennent à peu près leurs engagements, c'est-à-dire un climat qui ne se réchauffe pas beaucoup plus de 3 degrés, 2,7, 3 degrés. D'accord ? C'est ce que vous avez là. Vous voyez qu'à l'échelle de ce graphique, on est en train de parler de la différence entre une voiture qui s'arrête en 3 ou 4 secondes alors qu'elle roulait à 100 km/h et une voiture qui s'arrête en 3 ou 4 millisecondes alors qu'elle roulait à 100 km/h. Dans le premier cas de figure, vous êtes secoué mais vivant, et dans le deuxième cas de figure, vous êtes mort. Donc ce qui va poser problème, et ce qui pose déjà problème aujourd'hui, ce n'est pas juste l'ampleur du changement en valeur absolue, puisqu'on a déjà connu ça dans le passé, c'est la vitesse à laquelle ça arrive. D'accord ? C'est la baffe monstrueuse à laquelle ça arrive. C'est ça qui va nous poser problème. Alors, j'ai malheureusement pas le temps, puisqu'on m'a laissé un temps que j'ai déjà dépassé, de vous lister les conséquences, mais il y a plein de vidéos qui font ça extrêmement bien. Maintenant, on va regarder le cahier des charges des élus locaux et des autres, surtout de vous aussi, et des entreprises dont on a parlé tout à l'heure, si on veut éviter les emmerdements les plus importants. Alors, vous savez qu'il y a un objectif politique maintenant de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés. Enfin, entre 1,5 et 2. Alors 1,5, on peut oublier parce qu'on y est là quasiment. Disons 2. Vous allez voir qu'on peut oublier quasiment 1,5. Je rappelle que c'est un objectif politique. C'est-à-dire que vous n'allez trouver nulle part dans le dossier scientifique à 1,9 degré, frisous les moustaches, on continue à partir en week-end, et à 2,1, on est tous morts. Vous ne trouvez pas ça dans le dossier scientifique. Et ça n'existe pas dans le dossier scientifique. Ça n'existe pas. Je vous rappelle qu'on est parti pour un grand saut dans l'inconnu, parce que jamais on a réchauffé de quelques degrés en un siècle une planète sur laquelle il y a quelques milliards d'êtres humains sédentaires. Si on avait fait ça 452 fois, on aurait un banc d'essai, on pourrait dire Hartung à 1,78 degrés, commencez à se méfier, on n'a pas ça. D'accord ? Donc j'insiste sur le fait que c'est un grand saut dans l'inconnu et que les seuils de danger, la science nous donne un certain nombre d'éléments indicatifs précieux, mais on n'a pas la possibilité de faire une prévision extrêmement précise de là où les emmerdements vont arriver, quel jour, quelle année, quel mois, quelle semaine, à quelle heure, et combien ça va faire et quelle va être l'ampleur des dégâts. D'accord ? Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas. Ce qui veut dire qu'à mesure que le temps passera, on aura de plus en plus de surprises. Parce que quand vous ne savez pas et que ça arrive quand même, c'est que ça s'appelle une surprise. Donc à mesure que le temps passera, le réchauffement climatique va nous amener en quantité croissante des choses qu'on n'aura pas vu venir très longtemps à l'avance, qui auraient pu prédire, comme disent les autres, et qui seront un peu... Vous vous rappelez de Macron, hein, qui aurait pu prédire. Beaucoup de gens. Donc, voilà, c'est ça qui... Alors, effectivement, il y a des trucs qui auraient pu prédire. L'année dernière, il y a des gens en Espagne qui se sont mis à voler des branches avec des olives dessus. Bon, ça, effectivement, peut-être qu'on n'aurait pas pu prédire cette conclusion, cette conséquence très précise, hein, parce que la sécheresse a fait que la récolte d'olives a été divisée par 2. Bon. Donc, vous avez, et on n'aurait pas pu prédire plus qu'une année donnée, et en Espagne, on allait diviser la récolte d'olives par 2. Par contre, c'est cohérent avec des choses que là, on peut parfaitement prédire. Alors, cet objectif politique de 2 degrés, pour ne pas l'atteindre, il y a une limite physique à ne pas franchir, c'est la quantité totale de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. Pourquoi ça ? Parce que le CO2 est un oxyde. Dit oxyde de carbone, c'est un oxyde. Et sur Terre, les oxydes sont des molécules chimiquement stables. Ailleurs aussi, du reste. Donc les oxydes sont des molécules chimiquement stables. Par exemple, tout le fer qu'on trouve sur Terre, c'est de l'oxyde de fer. Et ça fait 350 millions d'années qu'il est sous forme d'oxyde de fer. Et il y a un oxyde dont vous vous servez tous les matins ou tous les soirs, ça dépend des goûts, pour ne pas sentir mauvais sous les bras, sinon votre conjoint vous pète, qui est de l'oxyde de dihydrogène, c'est-à-dire de l'eau. L'eau, H2O, c'est un oxyde. 4 milliards d'années que c'est présent sous forme d'eau, mais c'est assez stable. Donc le CO2, une fois qu'il est dans l'atmosphère, comme c'est un oxyde, il n'a aucun processus spontané d'épuration. Il n'en a pas. Il a 2 processus d'épuration qui sont un physique et l'autre qui demande de l'énergie. Le premier processus d'épuration, c'est la photosynthèse. Pour ça, il faut que le CO2 revienne au contact du sol, mais c'est un processus qui demande de l'énergie. Dans photosynthèse, vous avez photo de photons, et ça demande l'énergie de la lumière. Et vous avez un deuxième processus qui est simplement un équilibrage de pression partielle entre l'air et l'eau. C'est la dissolution dans l'océan. Donc s'il y a plus de place dans l'eau pour mettre du CO2, dit autrement, eh bien, il passe de l'air dans l'eau, mais c'est un processus réversible. Hein, ça peut passer dans les 2 sens. Ces 2 processus sont au contact du sol seulement, et ils ne sont pas très rapides. Ce qui veut dire qu'au premier ordre, ce qui va conditionner l'élévation de température qu'on aura en 2100, c'est la quantité totale de CO2 qu'on aura mis dans l'atmosphère, y compris ce qu'on a déjà mis, en 2100.
C'est juste ça, d'accord? Et qu'on les mette en 1930, en 1950, en 2020 ou en 2060, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est la notion de budget carbone, d'accord? Il y a une quantité limitée de CO2 qu'on peut cracher dans l'atmosphère avant que ça barde, et c'est une notion de budget carbone. Alors, en fin 2022, on avait collectivement, nous les êtres humains, mis 2400 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, en conséquence de quoi l'atmosphère s'était réchauffée de 1,2 degré. L'année dernière, grâce à El Niño et grâce à la variabilité naturelle du climat, on était à 1,45. Donc vous voyez, les 1,5 ne sont pas loin. Si on veut se limiter à 1,5, eh bien, ça veut dire qu'on limite les émissions à 3000. En fait, les analyses les plus récentes, c'est plutôt 2700 milliards de tonnes de CO2. C'est-à-dire qu'on aurait encore le droit d'émettre 10% de plus que ce qu'on a déjà émis depuis le début de la civilisation industrielle sur le restant du siècle. 10% de plus. J'en vois un hausser les sourcils, il y en a au moins qui suit. 10% de plus, d'accord? Alors que sur le restant du siècle, on va être en moyenne 3 fois plus nombreux que nous ne l'avons été sur le siècle qui vient de s'écouler. Ça veut dire qu'un bébé qui naît aujourd'hui, si on veut respecter ce cahier des charges, il a le droit, en moyenne mondiale, au 20e ou au 30e des émissions de CO2 de ses grands-parents qui meurent aujourd'hui. Et si je suis parfaitement égalitaire, c'est-à-dire qu'un petit Français qui naît aujourd'hui a le droit aux mêmes émissions sur sa durée de vie qu'un petit Brésilien, un petit Congolais, un petit Marocain et un petit Argentin, à ce moment, ce n'est pas une division par 20 à 30, c'est plutôt une division par 50. Voilà. Et comme le CO2, c'est l'énergie et que l'énergie, c'est le pouvoir d'achat, vous m'avez compris. Qui vote pour? Qui pense qu'on va y échapper? Vous êtes très optimiste. On ne va pas y échapper. Alors, pas aussi vite, mais on ne va pas y échapper. On va pas y échapper. Si on veut les 2 degrés, c'est le même genre de raisonnement, etc. Et là, mon petit Français, il a le droit à quelque chose qui se balade entre le 10e et le 20e des émissions de ses grands-parents. Voilà, c'est ça, les 2 degrés. Alors maintenant, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez qu'on peut y arriver dans un contexte dans lequel ça n'est pas la colonne vertébrale de notre projet de société? Aucune chance. Aucune chance. Est-ce qu'on peut s'en occuper? Est-ce qu'on peut y arriver en disant à M. Béchu, Monsieur Béchu, t'es sympa, tu nous fais les 2 degrés, puis pendant ce temps-là, moi je vais demander à M. le maire de continuer à faire pareil, et je vais demander... non, jamais, ça ne marche pas, ça n'existe pas. Surtout pas avec un Premier ministre qui sait ce qu'il sait sur le climat. Donc, parce qu'une anecdote quand même, quand il n'était pas encore Premier ministre, je l'ai rencontré une fois, et il croyait que de baisser les émissions de gaz à effet de serre, ça refroidissait le climat localement. Voilà. Ça, c'était il y a 2 ans. Peut-être fait quelques progrès depuis. On va sûrement pas y arriver dans ce genre de contexte. Sûrement pas. D'accord ? En fait, si vous regardez en termes de dynamique ce que ça nécessite de tenir les 2 degrés, ça veut dire qu'il faut baisser les émissions d'au moins 5% par an à partir de maintenant, tous les ans, pour les avoir divisées par au moins 3, et ça c'est 2 degrés, d'ici à 2050. Et je vous rappelle qu'à 2 degrés, la totalité des coraux tropicaux ou presque sont morts. À 2 degrés, la moitié de la forêt française a disparu, enfin où les espèces actuelles ont disparu. À 2 degrés, le pourtour du bassin méditerranéen a perdu 20% d'humidité. Regardez déjà ce qui se passe actuellement avec 1 et 10% d'humidité en moins. À 2 degrés, vous avez les submersions marines, ça va vous intéresser, tiens vous. Les submersions marines, c'est-à-dire les phénomènes de type Xynthia, etc., sont multipliés sur le littoral atlantique par 50 à 100. Pas mal, hein? Voilà, ceux qui ont encore des résidences secondaires en Bordeaux, réfléchissez-y. Donc, on n'est pas en train de parler d'une plaisanterie à 2 degrés. À 2 degrés, vous avez 1 milliard d'individus, j'insiste, 1 milliard d'individus qui vivent dans des zones près de l'équateur où plus d'un jour sur 2, il fait trop chaud et trop humide à l'extérieur pour sortir sans risquer sa peau. Donc, j'insiste, on n'est pas en train de parler d'une plaisanterie, on est déjà en train de parler d'une déstabilisation majeure. Eh bien, pour tenir les 2 degrés, il faut diminuer les émissions de 5% par an à partir de maintenant. Alors, je vais vous donner un plan qui marche pour faire moins 5% par an sur les 3 premières années, puis après, on va faire un peu de brainstorming collectif et vous allez me donner les années suivantes. L'année 1, on fait le Covid. Moins 5% d'émissions. Et évidemment, je ne remets pas l'économie dans l'état antérieur. Je la laisse là où elle est après le Covid. Sinon, je perds mes 5%. L'année d'après, on va bombarder l'appareil industriel du Japon et de l'Allemagne
Ça, en 1945, ça faisait moins 5% d'émissions, mais comme aujourd'hui le Japon et l'Allemagne sont plus petits dans l'économie mondiale, il faut probablement y rajouter l'appareil industriel français, italien et anglais. Bon, les Anglais n'ont pas grand-chose, mais quand même, on y va aussi. Voilà, ça fait aussi moins 5%. Et puis l'année d'après, je vous rajoute la crise de 29, qui a également fait moins 5% en 1932. Voilà, donc là, je vous ai donné 3 ans, puis après, il faut que vous m'aidiez pour la 4e année, je n'ai pas d'idée. La grippe espagnole, ouais. Alors la grippe espagnole, ça ne fait pas moins 5%, parce que la grippe espagnole, ça a tué 20 millions de personnes à une époque où la planète en comportait quasiment 2 milliards. Vous voyez, donc ça fait moins 1%. Donc il faut 5 grippes espagnoles. Mais effectivement, c'est une idée. Donc vous voyez que moins 5% par an, on est en train de parler d'une économie de guerre en gros. Hein. C'est de ça dont on est en train de parler. Aujourd'hui, c'est évident qu'on n'est pas du tout parti pour le faire volontairement. Alors question, est-ce qu'on va le faire ? Parce que du coup, ce n'est pas très grave. Il va y avoir les coraux qui vont mourir, mais les gens qui ne font pas de plongée dans cette salle vont dire on s'en fout. Il va y avoir 1 milliard de gens qui vont vivre dans des conditions très difficiles près de l'équateur. Vous en foutez, on n'est pas à l'équateur. Donc nous, on s'en fiche, quoi. En gros, c'est le problème des autres. Et malheureusement, on ne va pas y échapper à cause du problème amont. Ici, vous avez un travail qu'on a fait au Shift Project, alors qu'on a fait sur données privées. On a eu accès à une des 3 bases de données qui existent dans le monde sur l'intégralité des gisements pétroliers et gaziers dans le monde. Alors pourquoi est-ce que ces bases existent ? Elles existent parce qu'elles sont achetées très cher par les pétroliers qui peuvent savoir comme ça ce que font leurs petits copains et là où il y a des bonnes affaires à faire. D'accord ? Donc c'est des bases qui existent pour ça. Et comme nous, on s'intéresse au pétrole, au Shift Project depuis très longtemps, le commercial de Reichstadt a été suffisamment faible pour nous permettre d'accéder à cette base pour quelques pourcents, voire 1% du prix catalogue, parce qu'on avait vraiment une bonne tête. Et sur la base de ces données, on a mobilisé 3 personnes, alors des affreux, hein, je vous le dis tout de suite, enfin comme vous n'êtes pas loin de Pau et de la carothèque de Total, pour vous, c'est peut-être pas des affreux. Mais... Donc, l'ancien patron de l'exploration de Total, l'ancien patron de l'évaluation des gisements chez Total. Alors l'évaluation des gisements, c'est la fonction qui consiste à dire, une fois qu'on a découvert un gisement, combien il y a de pétrole extractible dedans. Comme c'est monsieur 5 milliards, parce qu'aujourd'hui, construire les infrastructures de production sur un gisement de pétrole, ça coûte quelques milliards, il a intérêt à ne pas se planter. Donc c'est quelqu'un qui, normalement, sait très très bien quelle est la réalité de ce qu'il y a sous le sol à partir d'un certain nombre d'indicateurs qui sont connus au moment des phases de mesure précoce et d'exploration. Et puis une 3e personne qui est un ancien analyste pétrole et gaz de l'AIE. Puis on leur a dit, à partir de cette base de données, vous allez nous faire un pronostic sur la quantité de pétrole qui peut sortir au max du sous-sol des 16 premiers fournisseurs de l'Europe, qui sont aussi les 16 premiers producteurs de pétrole dans le monde, hors Brésil et Canada. Vous allez nous faire une projection sans tenir compte de la contrainte climatique. D'accord ? On oublie la contrainte climatique, on s'en fout. Tant qu'on peut pomper, on pompe. Et la seule contrainte, elle est dite géologique. C'est-à-dire, tant qu'il y en a à récupérer, vous le récupérez dans des conditions qui sont techniquement possibles avec un baril qui n'est pas à $500. Et voilà la réponse qu'ils nous ont faite. Donc, ils nous ont dit les 16 premiers fournisseurs de l'Europe, dans lesquels vous voyez ici les États-Unis, et là, le shale oil, le pétrole de schiste, pétrole de roche-mer. Hein. Donc ça, c'est aussi les États-Unis. Vous voyez l'Arabie Saoudite, vous voyez la Russie. La Russie a passé son pic, hein, incidemment. Hein. Là, vous voyez qu'on va... De toute façon, même si le pétrole de Poutine, on l'aimait beaucoup, il y en aura eu de moins en moins. Là, vous voyez l'Iran, là, vous voyez l'Irak, là, vous voyez le Koweït. Enfin, voilà, vous avez le Mexique, vous avez l'Angola, le Nigeria, etc. Bon, bref. L'Afrique a globalement passé son pic en 2009, hein, incidemment. Et la réponse qu'ils nous donnent, c'est d'ici à 2050, en gros, cette production sera divisée par 2. Est-ce que ça veut dire que les Européens vont avoir 2 fois moins de pétrole ? Bah non. Le Mexique, en 2005, a passé son pic. 15 ans après, la production a été divisée par 2. Ses exportations ont été divisées par l'infini, puisqu'elles sont devenues nulles. Quand un pays passe son pic, en général, dans les 15 à 20 ans qui suivent, comme sa consommation domestique, elle ne baisse pas, voire a tendance à augmenter, ses exportations deviennent quasi nulles. Voilà. Ce qui veut dire que la quantité de pétrole dont vont disposer les Européens d'ici à 2050, et d'ici à 2050, c'est avant vos enfants et votre âge. Hein. Enfin, sauf si vous avez fait jeune, mais sinon, à 26 ans, maintenant c'est plus tellement la norme, c'est avant que vos enfants aient votre âge, la quantité de pétrole qui rentrera en Europe sera divisée par 2 à 20. Par 2 à 20. D'ici 26 ans. Combien de temps il faut à Biarritz pour aménager la ville de telle sorte que les gens puissent circuler quasiment sans pétrole ? Probablement pas loin de 25 ans.
Voilà, donc qu'est-ce qui se passe si on ne le fait pas? Eh ben, on va respecter la baisse des émissions sans l'avoir voulu, et ça va s'appeler du rationnement. Alors ça sera du rationnement réglementaire ou ça sera du rationnement par les prix, mais ça va s'appeler du rationnement. Le gaz, même motif, même punition. Ici, vous avez l'approvisionnement mondial en gaz, même source de données, même travail d'analyse. Donc on a pris c'est pareil, gisements un par un, etc. Alors c'est en anglais, je suis désolé. Ça, c'est le gaz dit conventionnel, c'est les gisements ordinaires, on va dire ceux de la mer du Nord. Ça, c'est le shale gas, le gaz dit de schiste, que vous avez essentiellement aux États-Unis. Ça, c'est le gaz associé au pétrole venant du shale oil, parce que dans le pétrole, vous avez toujours un peu de gaz dissous quand ça sort, etc. Extra heavy, c'est l'extra lourd, machin. Là, vous avez l'Arctique en blanc. Vous savez, l'Arctique, ça excite tout le monde. Là. En fait, il n'y a pas de pétrole en Arctique, très peu, parce que c'est essentiellement des roches c'est pas des roches sédimentaires. C'est essentiellement des roches métamorphiques. Donc, vous n'avez pas de pétrole dans les roches métamorphiques. Donc, il n'y a pas de pétrole en Arctique, trois exceptions près. Donc, ce que vous voyez là, c'est que de toute façon, on va devoir transitionner de gré ou de force à des horizons de temps qui sont à peu près les mêmes. Dit autrement, si on s'occupe sérieusement de la question climatique, c'est tout de suite. Et si on ne s'en occupe pas sérieusement, c'est de toute façon au plus tard, dans quelques années, quelques décennies, c'est-à-dire à des horizons de temps qui ne sont pas très, très éloignés. Et compte tenu de la durée de vie des infrastructures que nous avons bâties pour vivre comme nous vivons aujourd'hui, les villes, il faut des siècles pour modifier les villes. Un demi-siècle, un siècle. Il faut des siècles pour modifier des réseaux de transport. Le réseau routier, il s'est construit en plusieurs siècles. Le réseau ferroviaire, il a un siècle. Il faut un siècle pour modifier un réseau énergétique. Enfin bon, bref, on est en train de parler du siècle. Donc, quand on parle du siècle, qu'on démarre maintenant ou dans 20 ans, de toute façon, c'est pareil. Il faut s'y mettre maintenant. Donc, que ce soit pour des raisons énergétiques à l'amont ou que ce soit pour des raisons climatiques à l'aval, et pour d'autres raisons à l'aval. J'aurais pu parler effectivement des métaux, j'aurais pu parler du sol. La biodiversité est aussi un problème de sol, c'est une concurrence d'usage du sol, la biodiversité, enfin la perte de biodiversité. J'aurais pu parler de l'eau, parce que l'eau, ça fait partie des conséquences du réchauffement climatique, c'est la disponibilité en eau qui va baisser en France, etc. Bon, bref, de toute façon, que je prenne par un bout ou que je prenne par l'autre, de toute façon, le monde va changer. De toute façon. De toute façon, il n'y aura plus de climat normal, puisque la dérive climatique qui est partie maintenant sur certaines de ses composantes, ça va durer des milliers d'années quoi qu'on fasse. Donc la notion même de climat normal n'existe plus. D'accord ? Si vous avez un bout de tissu dont vous coupez 1 centimètre tous les jours, il n'a pas de longueur normale. Vous êtes d'accord ? Bon. Ben là, c'est exactement pareil. L'état normal du climat, ça n'existe plus. Son état stable. Il va être instable sur certaines de ses composantes pendant très longtemps. Voilà, donc, donc ça, c'était les mauvaises nouvelles. Maintenant, on va pouvoir revenir aux bonnes. La nouvelle, en tout cas, je ne sais pas si elle est bonne ou mauvaise, c'est que nous sommes condamnés à l'action ou à la réaction. L'action, c'est si on prend les choses en main. La réaction, c'est si on attend que les emmerdements nous tombent dessus. En règle générale, l'action nous met dans une meilleure posture que la réaction. Voilà, c'est ce que l'histoire nous enseigne. Donc mon sentiment, c'est qu'on a beaucoup plus intérêt à prendre le taureau par les cornes que... Voilà. C'est évidemment un chantier monstrueusement difficile. Et j'imagine qu'une partie des questions vont porter là-dessus. Donc, place aux questions. Alors, je ne sais pas si vous avez tous vu le QR code. Normalement, on vous a informé qu'il y avait un QR code. Vous pouvez entrer dans l'application et poser les questions que vous souhaitez. Elles vont s'afficher normalement. Voilà, ça y est. Donc en attendant les premières questions, tu en as peut-être une pour commencer ? Faites-moi tout simplement. Alors, on connaît quand même pas mal tous ces messages. Mais est-ce qu'une des conclusions... J'attends qu'il... Est-ce qu'une des conclusions à cette équation que vous venez de nous donner, c'est 1950, nos arrière-grands-parents? Moi, j'ai l'impression que mon modèle, c'est mon arrière-grand-père qui était moitié paysan, moitié ouvrier, et qui finalement peut être un modèle d'adaptation à tout ça. Alors, pour un monde moins carboné, oui. Pour un monde totalement décarboné, c'est encore avant. Encore avant, pour un monde totalement décarboné. Parce qu'en 1950,
Rockefeller était déjà passé par là, il y avait déjà du pétrole, grâce auquel, incidemment, la maxime du général de Gaulle s'était avérée vraie, c'est-à-dire que la force mécanique hitlérienne, c'est-à-dire le pétrole hitlérien, avait été vaincue par une force mécanique supérieure, c'est-à-dire le pétrole des Américains. En 1939, les Américains produisaient 60% du pétrole 65% du pétrole mondial. Voilà, donc ils ne pouvaient que gagner la guerre. Et quand vous regardez l'acier et le charbon, entre le pétrole entre les Américains et les Russes, ils ne pouvaient que gagner la guerre, quoi. Donc, c'est avant 1950, si on est totalement sans combustible fossile. Bien avant. Alors, non, on n'a pas le modèle. Parce que, en fait, ce qu'on a gagné par rapport à 1950, c'est un certain nombre de connaissances techniques. Certaines sont devenues... Enfin, comment dire, certaines ne nous serviront à rien dans un monde en voie de décarbonation, d'autres nous seront quand même utiles. Voilà, donc moi, je ne sais pas exactement à quoi ressemble l'avenir. Tout ce que je sais, c'est la direction dans laquelle je pense pertinent de partir aujourd'hui. Et puis après, c'est toujours pareil. Au début, il y a du gras. Donc, on n'est pas à l'os au début. Hein, donc, c'est facile. Je vous disais tout à l'heure, se passer en France de la moitié des voitures, en fait, ce n'est pas compliqué. C'est un problème mental. Ce n'est pas un problème physique. Hein. Par contre, se passer en France de la totalité des camions, ce n'est pas un problème mental. Ça, c'est un problème physique, demain matin. Hein. Voilà. Donc, le mot a été prononcé tout à l'heure. Il y a la question dans cette affaire de la part de renoncement. Bon. Alors, on ne sait pas gérer que du renoncement. C'est un truc qu'on n'aime pas faire. Du reste, on n'est pas câblé pour ça. On est câblé pour renoncer à quelque chose en échange d'un avantage qu'on a par ailleurs. D'accord ? Mais, enfin, en tout cas, tant qu'on n'est pas contraint par la violence. Mais voilà. Personne qui renonce à sa liberté en échange de rien du tout quand il va en prison, enfin, à court terme, c'est juste que la contrainte. Mais sinon, on n'est pas câblé comme ça. Donc, il faut absolument qu'on arrive à incarner des choses positives dans la modification qu'on doit faire. Mais c'est... Donc on s'est donné la direction, on s'est donné le début du plan, on ne s'est pas donné sa fin, nécessairement. Ok. Alors, question sur l'assurance notamment. Est-ce que les personnes en zone inondable pourront continuer à être assurées ? Alors, pas nécessairement. L'assurance, quand vous regardez ce que ça représente en termes physiques, c'est un mécanisme par lequel le surplus qui n'est pas nécessaire pour la survie des uns est affecté à la survie des autres. En fait, c'est ça. C'est une mutualisation de ressources, l'assurance. En pratique, en termes physiques, c'est ça. Hein. Vous avez tellement d'énergie que ce n'est pas nécessaire de toute l'utiliser pour permettre aux gens qui n'ont pas de problème de se déplacer, de manger, de s'habiller, etc. Vous en avez en plus en rab pour reconstruire des maisons qui se sont effondrées, pour acheminer de la nourriture là où les gens ont rien à manger, etc. D'accord ? Donc en fait, l'assurance est un mécanisme de mutualisation. Et cette mutualisation n'existe qu'à partir du moment où, chez les gens qui ont ce qu'il faut, il y a une part de superflu qui peut être mobilisable instantanément pour fournir le nécessaire à ceux qui n'ont pas. L'assurance, ça vaut du reste pour les maisons inondées comme pour les gens qui n'ont pas de travail, assurance chômage, etc. Et à chaque fois, le mécanisme est le même, c'est un transfert parce que les gens qui donnent ou qui fournissent, ou ils sont obligés de payer, peu importe, ils ont suffisamment pour résister aux prélèvements qu'on leur opère. Dans un monde dans lequel vous avez globalement moins, même si les gens sont d'accord pour être prélevés, de toute façon, la quantité du prélèvement, elle sera inférieure. Puis, voilà. Et en plus, une partie des gens, ils seront un peu plus réticents à être prélevés. Voilà. Donc en fait, dans un monde dans lequel il y a moins de ressources, et en plus des dégâts qui augmentent, eh bien, la question de l'ampleur des transferts est posée. Et du reste, dès à présent, pour ceux d'entre vous qui suivent ce sujet-là, le régime CatNat en France a déjà un petit sujet d'équilibre. Hein. Et je ne vois pas pourquoi ça n'irait pas en augmentant. Vous avez quelques millions de logements dans ce pays, indépendamment des inondations, qui sont bâtis sur des argiles, avec un phénomène de gonflement-retrait des argiles, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la région, mais qui va s'amplifier. Vous avez en montagne, avec les précipitations intenses, des phénomènes d'éboulement qui vont s'amplifier. Vous avez, avec l'irrégularité des précipitations, effectivement des inondations
qui vont s'amplifier de temps en temps. Et vous avez également, comme je l'ai dit tout à l'heure, les submersions marines qui vont s'amplifier. Et face à ça, à cause de la baisse subie ou gérée de l'énergie, vous allez avoir des moyens de réponse de la société qui vont s'affaiblir. Alors, où va nous mener cette tectonique des plaques? J'en sais rien. Par contre, c'est évident que ça va nous mener vers un système dans lequel peut-être que ce que la société sera collectivement capable de prendre en charge sera pas au niveau de ce que c'est aujourd'hui. Beaucoup de questions. On va avoir du mal à les poser toutes, mais on a une question qui est pas mal d'actualité, notamment avec un angle de vue politique. Les européennes. Voilà. Alors, ces changements, de manière plus générale, ces changements majeurs sont-ils compatibles avec la démocratie, selon vous? Alors, ils sont compatibles avec les européennes, ça c'est sûr, donc allez voter. Non, je plaisante pas. En matière d'environnement, 80 à 90% de la réglementation applicable en France pour les entreprises et une large partie des particuliers est d'inspiration européenne. Donc, allez voter et oubliez la politique nationale, c'est juste pas le sujet. Vous n'allez pas voter pour des gens qui sont pour ou contre Macron, Mélenchon, qu'est-ce que je sais, on s'en fout complètement. Vous allez voter pour des gens qui font les directives et règlements européens. D'accord? C'est ça et juste ça. Donc lisez les programmes et allez voter. Vraiment, je suis sérieux. Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que c'est compatible avec la démocratie? Alors, il faut le souhaiter. Historiquement, en tout cas, ce que j'ai constaté quand je me suis intéressé au sujet, alors je ne sais pas si c'est un lien de cause à conséquence, mais en tout cas c'est un constat, c'est que la démocratie à large échelle, alors je mets de côté la démocratie athénienne et la démocratie romaine, parce que quand vous regardez ce que c'était en termes réels que ces démocraties-là, c'était une poignée de citoyens libres assis sur une armée d'esclaves. Alors incidemment, avec les machines, c'est ce que nous avons reproduit. Nous avons reproduit quelques milliards de citoyens libres assis sur quelques centaines de milliards d'esclaves énergétiques. C'est ça que nous avons reproduit. La démocratie à large échelle, elle est née dans l'abondance énergétique et la croissance économique. Le premier pays à avoir basculé en démocratie, c'est la Grande-Bretagne, qui est aussi le premier pays à avoir vu son économie croître de manière significative avec la révolution industrielle. Et quand vous regardez, donc tous les pays, et plus un pays a été richement doté en ressources, et plus il est démocrate au sens où tout part du bas, j'ai envie de dire, historiquement. L'archétype de la démocratie où le peuple décide de tout contrôler tout le temps, alors c'était vrai au moment des pères fondateurs, ça l'est un peu moins maintenant, je pourrais faire une petite digression sur ce que sont devenues les démocraties occidentales, mais c'est les États-Unis. Aux États-Unis, vous avez un système dans lequel, à la Chambre des représentants, on élit les gens tous les 2 ans. Vous avez un système dans lequel les limitations du politique fédéral sont extrêmement fortes. En fait, il ne fait pas grand-chose, le politique fédéral aux États-Unis. Il fait la monnaie, l'armée, la police, et puis le reste, voilà. Surtout qu'il ne s'occupe de rien, qu'il ne s'occupe pas d'éducation, qu'il ne s'occupe pas de santé, qu'il ne s'occupe pas de son business. Le peuple s'occupe de ses propres affaires. Donc, les États-Unis, c'est l'archétype du pays the land of plenty, quoi. C'est là où vous avez absolument de tout, partout, tout le temps, en surabondance. Donc, est-ce qu'on va pouvoir garder la démocratie dans un monde dans lequel physiquement la surenchère ne sera plus possible? Je ne sais pas. Parce que les élections, c'est quand même un concours de démagogie. Et donc, ça ne marche qu'à partir du moment où vous pouvez faire plus qu'avant et donc vous avez plus de ressources. Si vous avez demain matin un candidat aux élections qui vient ici en disant « Votez pour moi, je vous promets la restriction », même si vous m'avez bien écouté et que vous êtes sûr que c'est ça qui va arriver, vous ne voterez pas pour lui. Même ça. D'accord ? Donc, je dis, et j'insiste, même si c'est ça qui va arriver, vous ne voterez quand même pas pour lui. Puis il s'en trouvera toujours un pour dire « Il raconte des conneries, avec moi ça va mieux marcher ». Voilà, même si ça ne marchera pas mieux. Donc, est-ce qu'on va pouvoir conserver indéfiniment la démocratie dans un système en contraction physique? Je ne sais pas. C'est une question qui me tarabuste et je n'ai pas la réponse. J'aimerais bien que la réponse soit oui. Et je pense que plus on travaille pour que la réponse soit oui, en anticipant les problèmes et en créant dès à présent des voies de sortie organisées à ce que j'ai évoqué, et plus on préserve la démocratie, d'une certaine manière. Bonne nouvelle, maintenant les questions s'affichent, donc vous pouvez aussi voter dessus. Il y a notamment les 2 premières questions qui sont relativement proches. Est-ce qu'il y a une solution? Notre cerveau aime bien trouver des solutions quand il y a un problème. Et puis, à titre individuel, c'est quoi notre plus grand levier pour agir? Peut-être si vous voulez... Alors, à la première question,
J'ai envie de répondre, c'est l'œuvre de toutes les vies. Parce que, quelles sont les solutions? Ça dépend. Si vous êtes un vendeur de petits pois en boîte de conserve, les solutions ne seront pas les mêmes que si vous êtes maire de Bayonne, et pour aller taper sur les autres pour une fois, ou que si vous êtes conducteur, ou si vous gérez un réseau de bus, ou que vous voyez, quelles sont les solutions? En fait, des solutions, il y en a partout et tout le temps, et c'est jamais les mêmes. Ce qui est dérangeant dans cette affaire, c'est que comme on s'attaque à une cause qui est systémique, c'est-à-dire que tout en est issu, y compris le fait que vous puissiez venir ce soir au casino de Biarritz en voiture. Tout en est issu, d'accord? Et donc la solution pour le casino de Biarritz, c'est pas la même que la solution pour Bonduelle, dont j'ai parlé à l'instant. Pas la même. La première brique de la solution, c'est d'y réfléchir et d'y passer du temps. Voilà. Et comme nous n'avons que 24 heures par jour, ça veut dire que le temps qu'on va devoir accepter de passer là-dessus, fatalement, on ne passera plus sur autre chose. Donc le premier effet d'éviction qu'on doit savoir gérer dans tous les milieux, politiques, économiques, associatifs, nous en tant que citoyens, etc., c'est l'effet d'éviction lié au fait que le temps qu'on passe là-dessus, en plus sur un truc qui n'est pas drôle, ou qui n'est pas que drôle, on va dire plus exactement, vous êtes quand même venus nombreux pour pleurer, eh bien, c'est du temps qu'on ne passera pas sur autre chose. Voilà, donc ça c'est la première difficulté. Après, si on commence à se creuser un peu la cervelle sur les grandes lignes directrices pour telle ou telle entité, là, on y arrive. Moi, mon métier au titre de Carbon 4, c'est de faire ça. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de boîtes qui viennent nous voir en nous disant, voilà, nous, notre problème, ou plus exactement pour nous, le problème, il se présente comment? Donc déjà, racontez-nous comment le problème se présente pour nous. Effectivement, les bilans carbone, c'est une manière, c'est un élément de réponse à la question. Ce n'est pas le seul, hein. Il y a plein d'autres trucs qui peuvent permettre de répondre à la question. Et ensuite, dans quelle direction est-ce qu'on doit commencer à partir si on veut essayer de prendre des positions qui sont pertinentes dans un monde qui s'occupe sérieusement du problème? Et voilà. Au titre de la société dans son ensemble, au Shift Project, on a publié il y a 2 ans maintenant un plan de transformation de l'économie française, qui est un travail qui est fait sous un autre angle. Là, on se met à la place du gouvernement français et on se dit, admettons qu'ils veuillent mettre les bouchées doubles, ce qui était, je vous le concède, une hypothèse hardie. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a un certain nombre d'idées qu'on a mis sur le papier. En fait, le livre, s'il fait 10% du papier qu'on a pendu par ailleurs, réfléchir. On a pris le problème sous l'angle de secteur. Vous voyez, on s'est dit, voilà, dans la chimie et la cimenterie, on ne prend pas le problème de la même manière que dans la mobilité du quotidien et on ne prend pas de la même manière que dans l'agriculture. Et à chaque fois, dans ce secteur, on pense que voilà le grand cadre et les grandes mesures structurantes vers lesquelles il faut qu'on se dirige. Puis une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit, parce que certaines appartiennent aux pays, d'autres appartiennent à l'Europe, d'autres peuvent appartenir aux collectivités locales, etc. Par exemple, les limitations de vitesse en ville, ce n'est pas l'État qui décide. Enfin, il décide de la bande supérieure, mais après, on peut mettre en dessous, quoi. Voilà. Et ce n'est pas lui qui décide de la voirie qui est affectée au parking à vélo. Donc voilà. Donc il y a à tous les échelons, hein, il y a des éléments de réflexion. Et comme il y en a partout et tout le temps et que ce n'est jamais les mêmes, même s'il y a des constantes, ça veut dire que le premier élément de solution, c'est d'y passer du temps. Voilà. Donc on ne peut pas sortir du problème que j'ai évoqué sans y passer du temps, et même quand on est en charge d'une structure, en y passant beaucoup de temps. Et là, je vais paraphraser une phrase que vous connaissez bien, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Eh bien, en ce qui concerne le problème que j'ai évoqué, il n'y a pas d'intention, il n'y a que des preuves d'intention, c'est-à-dire des actions, et la première action, c'est d'y passer du temps. Vraiment d'y passer du temps. Alors, belle synchro avec quel individuellement le plus grand levier pour agir? Alors, sur la partie climatique, vous avez en gros, quand je regarde l'empreinte carbone d'un Français, c'est-à-dire les émissions qui sont la contrepartie de la façon dont vous vivez, et moi aussi, vous avez 5 grands compartiments qui sont à peu près d'importance équivalente. Alors, les uns sont à 20, les autres à 25, peu importe, c'est à peu près l'équivalent. Un premier compartiment, c'est la mobilité. Et là-dedans, vous avez 80% des émissions qui viennent de la voiture et 20% de l'avion. Donc, c'est très simple, ne prenez plus l'avion et déplacez-vous le moins souvent possible en voiture. Et quand vous le faites, dans la voiture la plus petite possible et la plus électrique possible. Voilà, c'est très simple. Deuxième compartiment, le logement. Dans le logement, c'est gaz et fuel qui occupent l'essentiel des émissions de gaz à effet de serre, l'électricité beaucoup moins. Et donc là, il y a 2 choses à faire. C'est changer le vecteur de chauffage. Vous avez une chaudière à gaz ou à fuel, il faut passer à la pompe à chaleur, et isoler le bâtiment.
Ce qui est évidemment beaucoup plus compliqué dans les copropriétés que dans les logements individuels. Troisième gros paquet, les achats. Alors les achats, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre industrielles qui ont été la contrepartie de la fabrication des vêtements, des lunettes, des tables, des chaises, des brosses à dents, du dentifrice, de tout ce que vous pouvez trouver dans une grande surface. Absolument tout, alimentaire ou non alimentaire. Là-dedans, vous avez aussi le mobilier, les ordinateurs, et enfin, tout quoi. Là, la règle est très simple. Achetez le moins possible. Simplicité biblique. Donc, il faut devenir économe, ou sobre plus exactement, en vêtements, en chaussures, en mobilier, en électronique, etc. Voilà. Remplacez votre téléphone quand il est cassé et prenez le modèle le moins cher possible, etc. Alors, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est que si vous achetez tout au moins cher avec ce que vous gagnez, vous allez avoir, et que vous m'écoutez bien, et que vous n'achetez pas plus d'objets qu'avant, et même moins, vous allez avoir un surplus d'argent. Qu'est-ce que vous en faites ? Parce que si vous vous dites « Ah ben j'ai économisé, j'ai acheté moins de trucs et de machins, et du coup, ah super, je vais m'offrir un vol en avion », ça ne marche pas. D'accord ? Alors vous pouvez éventuellement thésauriser, le placer à la banque, mais à ce moment, vous vous dites « Ah quand même, la banque, ils vont prêter mon argent aux pétroliers, c'est pas bien du tout ». Bon. Donc il y a un petit sujet. Alors il y a une manière de contourner le problème, c'est de dépenser toujours la même chose en achetant moins d'objets physiquement. Et donc ça, il suffit d'acheter des objets plus chers. Bah oui. Par exemple, prenez des trucs made in France et pas made in China pour les mêmes objets. Vous allez les payer plus cher. Vous aurez fourni de l'emploi aux Français plutôt que de l'emploi aux Chinois. Alors moi j'adore les Chinois, mais bon. Voilà, bah faites ça. Ça fait partie des trucs utiles que vous pouvez faire. Buvez moins de vin, mais du meilleur. Quand vous achetez une bouteille de vin, quand elle est chère, vous allez avoir plus de carbone par bouteille, mais moins de carbone par euro. Donc si votre budget vin annuel est toujours le même, en plus votre foie vous dira merci, eh bien vous en buvez 2 fois moins et du 2 fois plus cher. Voilà. Donc vous avez quand même quelques petits trucs que vous pouvez faire pour les achats. Mais j'insiste, alors vous allez me dire, ça ne marche pas quand on est au Resto du Cœur, j'entends parfaitement, mais tous les Français n'y sont pas, une bonne partie des Français dans cette salle n'y sont pas. Donc, pour ceux qui n'y sont pas, eh bien, j'insiste, un truc qui peut être très utile, c'est acheter des trucs plus chers, en moins grande quantité, made in France. Voilà, ça vous baissera votre empreinte carbone. Après, il y a un dernier compartiment qui est l'alimentation, avant de passer au service public, où là, essentiellement, c'est des produits d'origine animale, et particulièrement les produits d'origine bovine. Alors là, je vais faire un tout petit tacle aux végétariens, qui mangent du fromage et qui ne mangent pas de viande. Je vous rappelle que pour faire du fromage, on est quand même obligé d'avoir des vaches et de zigouiller des veaux. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. Donc... pour moi, il n'y a que 2 espèces pures. C'est ceux qui mangent de tout et ceux qui mangent absolument pas de produits animaux. Mais en général, ce n'est pas la cause climatique qui est le fait qu'ils ne mangent absolument pas de produits animaux. C'est la cause animale. Donc là, si vous n'êtes pas dans le cas de figure dans lequel la cause animale vous empêche de manger de l'animal, à ce moment, la bonne manière de faire, c'est de manger moins globalement de produits d'origine animale et de privilégier les produits à faible empreinte carbone par unité de poids, donc plutôt des œufs que du beefsteak. Voilà, en gros. Maintenant, ni vous ni moi, je suppose, ne voulez la mort des éleveurs qui font déjà partie des agriculteurs qui ont la vie la plus dure. Donc, si vous voulez concilier baisse de la quantité de viande que nous mangeons et pas mort des éleveurs, il y a 2 trucs qu'il faut avoir en tête. Il faut privilégier la production nationale par rapport aux importations. Donc, aller chez le boucher plutôt que de manger au restaurant, parce qu'en général, la viande d'importation va dans la restauration collective. Alors que le boucher, il vous dit d'où ça vient, il vous dit qu'on a gratouillé le poulet là, sous la crête, etc. Et qu'il a vécu une vie heureuse avant. La deuxième, qu'est-ce que je veux dire ? Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir payer les éleveurs plus cher par unité de poids. À nouveau, c'est de la physique de base. Alors, une bonne manière de payer les éleveurs plus cher par unité de poids, et ça renvoie à ce que je vous disais tout à l'heure, acheter moins et plus cher, c'est par exemple de manger des fromages AOC plutôt que du fromage marque distributeur. Parce que dans les fromages AOC, en général, l'éleveur il reçoit un prix pour le litre de lait plus élevé que quand il est producteur pour la grande distribution ou les grandes marques. Voilà. Donc vous avez un certain nombre de marges de manœuvre, mais il faut penser à ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, nous comme consommateurs, on est totalement déresponsabilisés de ce qui se passe du côté du producteur. Et je vous signale que la mondialisation qui a fait le bonheur de notre porte-monnaie a fait le malheur des salariés. D'accord ? Donc à un moment,
On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est le cas de le dire en parlant d'alimentation. Et on a une réflexion nécessairement un peu systémique à avoir sur qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la chaîne de production. On ne peut pas totalement s'en désintéresser. Donc il faut manger moins de produits animaux et en contrepartie que les éleveurs soient payés plus cher au kilo pour des pratiques plus vertueuses par ailleurs. D'accord ? Donc du pâturage dans les champs où il y a des abeilles, des petites fleurs, etc. Et enfin, le dernier gros paquet, le deuxième paquet après la viande, ah si, alors ça, pardon, là je vais être un peu plus violent, c'est les boissons. Je ne sais pas si vous le savez, mais en unité, la première référence achetée dans ce pays, c'est un produit que vous trouvez pour 500 fois moins cher au robinet. Ça s'appelle l'eau en bouteille. Qu'on m'explique ? Je ne comprends pas. Bon. C'est un camion sur 3 dans ce pays transporte un truc qui se mange. Et là-dedans, les boissons, vous n'avez qu'à voir le volume occupé par les boissons dans une grande surface. C'est une part très importante du fret routier. Alors, à moins que vous adoriez les camions sur les routes, enfin, je veux dire. Bon. Donc, qu'est-ce que c'est que de l'eau en bouteille ? C'est de l'eau, mais très accessoirement, c'est de l'eau. C'est du plastique et du camion. C'est juste ça, de l'eau en bouteille. Bon. Les sodas, c'est pareil. Je veux dire, moi j'adore Coca, mais enfin, achetez-vous une bouteille de sirop. Hein. Ça fait 7 fois moins ou 10 fois moins de camions sur les routes. Bon. Donc, parce que vous transportez de l'eau. Bon, donc, voilà, et du sucre. C'est pas terrible. Donc, le deuxième, un poste très arbitrable, parce que c'est le deuxième poste de l'empreinte carbone de l'alimentation, hein, loin devant les fruits et légumes, c'est les boissons. D'accord ? Voilà, donc ça, c'est un poste sur lequel je pense qu'on peut se questionner un peu. Et c'est vraiment pas une question d'argent hein, dans cette affaire. Dernier poste important après l'alimentation, c'est les services publics. Donc en gros, le 5e poste de la... Alors qu'est-ce qu'on peut faire individuellement sur les services publics ? Rien. Vous n'allez pas décider individuellement qu'il y a moins de Charles Leclerc qui vont aller faire des manœuvres. D'accord ? Bon. Ou qu'il y a moins de Rafale qui vont s'entraîner au-dessus de la base de Dijon. Vous n'allez pas décider ça individuellement. Vous n'allez pas plus décider individuellement qu'on va chauffer différemment les bâtiments scolaires. D'accord ? Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il n'y a que votre bulletin de vote à tous les échelons, ou votre engagement associatif, qui peut changer quelque chose. Mais c'est par essence, comme on parle de service public, c'est par essence du collectif que vous allez trouver en face. C'est pas de l'individuel. Donc voilà les 5 grands postes. Donc je vous les ai donnés. Maintenant, j'ai envie de dire, une fois qu'on les connaît, chacun peut regarder exactement comme il l'entend. Vous avez incidemment, c'est gratuit, donc je peux en faire la pub. Carbone 4 propose un service qui s'appelle MyCO2, en bon français dans le texte, qui est la possibilité de faire son empreinte carbone personnelle dans le cadre d'une conférence interactive, et c'est gratuit pour les particuliers, donc vous pouvez aller voir, vous pouvez vous inscrire à myco2.fr. Et c'est un moyen intéressant et ludique de découvrir son empreinte carbone et de quoi elle se constitue. Donc, il se fait tard. Oui, je suis bavard. Ouais, non, mais on n'a pas vu passer le temps. Effectivement, je vois. Peut-être une dernière question que j'aimerais vous poser, moi, sur le côté que vous avez exprimé tout à l'heure, le fait que nous étions un peuple nomade et que nous sommes passés à un peuple sédentaire. Là, actuellement, avec les changements climatiques et le manque d'eau qui se fait ressentir, ne serait-ce qu'en Espagne, déjà, où ça déstabilise un petit peu la société là-bas. Comment travailler sur cette acceptabilité de l'autre, sachant qu'il y a des régions où on va rester sédentaire et d'autres qui ont déjà commencé à devenir nomades? Alors, des régions qui deviennent nomades, il n'y en a pas vraiment. Par contre, il y a des gens qui vont avoir envie de se déplacer. Parce que je pense que peu de gens vont se remettre avec des chameaux ou des ânes. Voilà, ils vont juste avoir envie d'aller ailleurs. Alors, c'est évident que ça va être un vrai sujet. Ça va être un vrai sujet, c'est un sujet compliqué, c'est un sujet un peu sulfureux, soit dit en passant, mais ça va être un sujet compliqué. D'abord, il faut savoir que la migration, elle concerne des gens qui ne sont pas tombés totalement au fond du trou, parce que les gens totalement au fond du trou, ils n'ont même plus les moyens d'aller très loin, etc. On n'est pas envahi, par exemple, en Europe, d'Éthiopiens voilà. Quand les gens sont vraiment tellement au fond du trou que ça ne va pas bien, ils ne bougent pas vraiment. Alors quand ils bougent, ils vont juste à côté. Ce qui veut dire qu'une bonne partie des migrations qu'il va y avoir à cause des problèmes climatiques, ça va être des migrations de proximité. Et ça va, dans un certain nombre d'endroits, créer des chocs de culture, des chocs ethniques, etc. On a déjà vu ça à l'œuvre, plusieurs fois déjà. Évidemment, en général, c'est un peu conflictuel.
Après, il va y avoir des migrations qui vont être des migrations économiques, mais en fait, le sous-jacent pourrait être climatique. Et alors là, je vais vous donner une zone qui est très, très bonne candidate pour ça. C'est toute la zone du Maghreb, parce que la zone du Maghreb aujourd'hui est une zone qui est importatrice nette de nourriture. L'Égypte était au moment du printemps arabe le plus gros importateur de blé au monde. Maintenant, c'est plus vrai, je crois, mais ils doivent être le deuxième. La Tunisie importait au moment du printemps arabe la moitié de la nourriture qu'elle consommait, etc. Et c'est quoi l'équation économique de ces pays? C'est qu'en face de ça, ils ont des trucs à exporter. Alors, ce qu'exportent les Tunisiens et les Égyptiens, c'est des touristes. Enfin, exactement, ils les importent, mais c'est des exportations. Les Algériens, ils exportent du pétrole et du gaz. Je vous signale qu'on fait partie de leurs bons clients. Et les Marocains, ils exportent des phosphates et également quelques produits agricoles. Et également, ils importent quelques touristes et quelques retraités français. Donc, avec ça, et la villa d'une personne dont je ne donnerai pas le nom. Et avec ça, donc, ils avaient de quoi importer ils avaient de quoi importer de la nourriture. À l'avenir, les Algériens vont avoir de moins en moins de pétrole et de gaz. La conjoncture économique, qui dépend de l'énergie abondante, va probablement faire qu'il y aura de moins en moins d'Européens allant courir le guidou au Maghreb. Et si je mets tout ça bout à bout, ça veut dire qu'avec une démographie qui, par ailleurs, a continué d'augmenter dans ces pays-là, il va y avoir un sujet de prix de l'alimentation. Et c'est exactement le problème qui s'est posé en 2011 au moment du printemps arabe. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011? Ça a été un avant-goût de cette histoire. Crise financière de 2008, qui est en fait une crise énergétique. Quand vous regardez bien, je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais en fait, quand vous regardez bien, c'était le premier chapitre d'un bouquin que j'ai écrit en 2015. En fait, c'est une crise énergétique. Du coup, problème économique dans les pays occidentaux, baisse du tourisme. Et en même temps, vous avez il y a du reste toujours une sécheresse récurrente qui s'amplifie dans cette zone-là. Pour ceux d'entre vous qui suivent un tout petit peu ce qui se passe au niveau agricole, au niveau du Maghreb, c'est pas rose, hein. Le Maroc, ça fait maintenant des années qu'ils font face à une sécheresse croissante. C'est comme le même problème qu'en Espagne, avec des réservoirs d'eau dont le niveau n'arrête pas de baisser, etc. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans des pays qui vont avoir un problème d'accès à l'alimentation avec une population jeune? Moi, si j'étais à leur place, je sais très exactement ce que je ferais. Et il ne s'agit pas dans cette histoire d'être ennemi, pas ennemi, etc. Il s'agit de sa propre vie, quoi. Donc, à un moment, dites, je vais aller en face. Là, ils sont vieux, ils ont des terres cultivables. Voilà. Ça me paraît absolument évident. Donc, il va y avoir des migrations un peu dans tous les sens. Et il va y avoir un vrai sujet qui est de savoir où on se trouve entre... il va falloir accueillir une partie des gens dans la joie et la bonne humeur. Et par ailleurs, comme disait Rocard, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Donc voilà, ça va être un sujet compliqué. Ça va être un sujet qu'il va falloir traiter, j'ai envie de dire, en adulte, et pas à coup de slogans simplistes. Et je ne pense pas que ça soit parti pour être un problème qui va s'amenuiser. Voilà. Mille merci vraiment. Et vraiment, quand je vous dis que c'était un honneur de vous recevoir, je crois qu'on pèse tout. Je pèse mes mots et on est tous d'accord. Je vais appeler Marc Legrand et Hélène Azaïs, s'il vous plaît. Vite, tous les deux qui vont venir nous rejoindre. De forts applaudissements parce que je vous assure que le boulot, il a été énorme. Allez, viens. Et c'est des petits cadeaux encore. Là, alors, ça fera 2 bérets. Hein. Alors, pour le prochain rendez-vous, la prochaine conférence aura lieu en novembre et nous traitera de l'eau et de l'océan. On vous invite à boire un petit verre. On est sur mode sobriété. Hein. Un petit bout de jambon, de fromage, de pain, un petit verre et puis... Faites le tour un petit peu de nos partenaires qui ont 1000 projets à vous soumettre. Merci à tous d'être venus, vraiment, merci.